Cette histoire classique d'anime nous plonge d'abord dans le pauvre Hogwarts, qui, comme on le voit, était un grand guerrier mort en laissant Ray seul. On ne nous en dit pas beaucoup plus à son sujet. Et nous passons au futur, où ce même petit garçon est devenu un adolescent qui vit son premier jour à l'académie et où l'on voit qu'il est plutôt gentil. Cependant, certains de ses camarades ne le sont pas autant, car il s'avère que Ray est le fils d'une famille ordinaire de fermiers. Quelque chose d'inacceptable dans ce genre d'académie remplie d'enfants, de politiciens ou de grands sorciers, car dans ce monde, la magie existe bel et bien. C'est pourquoi cette académie a toujours maintenu la qualité de ses étudiants à un niveau élevé. Et c'est pour cela qu'ils essaient de rabaisser le fils de fermier. Sauf pour cette fille appelée Amelia Rose, qui, bien qu'elle soit l'héritière de l'une des 3 familles les plus puissantes de l'endroit, le traite comme un camarade parmi tant d'autres. Elle finit par avoir une bonne impression de lui. De plus, le protagoniste se soucie peu de la vie de ceux qui ne le connaissent pas. Lors de la cérémonie des nouveaux étudiants, la directrice Abby, la personne la plus puissante de la région, prend la parole. Le protagoniste se contente simplement de s'adapter à sa nouvelle école. En fait, lors de sa présentation, il précise clairement qu'il vient d'une famille ordinaire, ce qui fait que la plupart de ses camarades lui en veulent sans raison. En effet, pour entrer dans cet endroit, il faut passer une épreuve qui prouve qu'on mérite sa place. Mais bon, Ray reste simplement concentré, même si ce n'est pas vraiment en classe, mais plutôt sur des souvenirs qui semblent le tourmenter. En tout cas, après un peu de théorie sur les sorts et tout ça, on voit comment. L'objectif pour ces étudiants est de devenir l'un des 7 plus grands sorciers du monde, parmi lesquels d'ailleurs se trouve la directrice. Mais pour l'instant, ils sont emmenés dans une zone de pratique, où on leur explique les bases pour créer des sorts et de la magie à partir des états de la matière. Ce qui, au début, est facile pour certains, mais difficile pour le protagoniste, ce qui continue d'alimenter le rejet de ses camarades. Mais Ray s'intéresse ici à une fille qui était à l'écart pendant le cours. Et il finit par la suivre jusqu'à la bibliothèque, où il découvre qu'elle a des goûts en livres et en auteurs similaires à ceux du protagoniste. En plus de partager d'autres choses, comme le fait que tous les deux sont harcelés pour des raisons absurdes, puisque la fille cache ses oreilles de semi-elfe, ce à quoi le protagoniste lui dit simplement qu'il les trouve magnifiques. Du calme, Ray. En fait, ça marche vraiment pour lui. Le protagoniste arrive facilement à gagner le cœur des gens. Car il ne s'agissait pas seulement d'une amitié avec cette fille, mais plus tard, il rencontre son premier ami et colocataire, avec qui il partage un retard similaire. Donc parfait, il fait aussi la connaissance de Rebecca, qui est l'une des héritières des 3 familles, donc on dirait que le protagoniste veut assurer son avenir. Et puis la fille à Hawkett, qui malgré le fait qu'elle soit un peu bruyante, est aussi très gentille. Le protagoniste rencontre la directrice qu'il connaît déjà bien et a un lien avec Howard, ce qui le rend moins ordinaire. Et on le voit tout de suite lors d'un entraînement. Il ridiculise l'un des camarades qui le déteste le plus, nous montrant que le protagoniste est connu comme le sorcier de glace, effectivement l'un des 7 plus puissants. Même si personne ne le sait, le fait est qu'il se sort de la situation et commence la tâche de chercher les clubs auxquels il va s'inscrire. Le premier est celui des costauds, dans lequel, grâce à son physique et à son expérience de chasseur, puisqu'il a vécu toute sa vie à la campagne et dans les forêts environnantes, il n'a pas trop de problèmes et finit par y entrer. Mais ça se complique. C'est lorsqu'il essaie d'entrer au club de fleurs de Rebecca qu'on lui rappelle les seuls bons moments qu'il a vécus pendant la guerre. Même s'il n'a pas de soucis avec Rebecca, très gentille, ses camarades doutent de ses capacités. Surtout car ce sont toutes des femmes. Il est donc soumis à une épreuve dans laquelle il doit construire un jardin en une semaine. Il se met donc rapidement au travail car les fleurs ont joué un rôle important dans son passé. Ainsi, avec beaucoup d'efforts, et tandis que toutes les filles observent ce qu'il fait, il finit par accomplir la tâche. Ce qui lui donne de plus en plus de réputation à l'école et les gens commencent à l'apprécier. Et cela se voit lorsque, après un cours ennuyeux, ils doivent former des groupes pour une mission en pleine forêt. Pour cela, heureusement, il a déjà quelques amis qui l'apprécient. Et c'est ainsi que le lendemain commence une aventure qui enthousiasme beaucoup Rose. Et la formation finit par être dirigée par celui qui, dans de nombreuses situations, démontre des compétences au combat contre différentes bêtes et situations compliquées. C'est alors qu'il tombe justement sur les harceleurs du protagoniste qu'il finit par défendre contre une bête qui semblait de haut niveau. C'est quelque chose qui pousse vraiment Rose à se demander:
Qui diable est Rei? Cependant, elle n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir car un type mystérieux injecte à la bête une sorte de malédiction qui la ramène à la vie. Mais maintenant, elle est bien plus puissante et agressive qu'avant, ce qui dépasse largement les capacités physiques du protagoniste. Pendant que d'autres camarades s'approchent pour voir la situation, les amis du protagoniste unissent leurs forces pour donner une chance à Rei d'en finir avec la bête, qu'il fait disparaître. Et où le type mystérieux s'en va aussi, sauf le même gars habituel appelé Val, qui semble le détester de tout son être et sans raison. Le fait est qu'il récupère là les sauts nécessaires pour passer l'épreuve et finissent à la première place. Ce qui n'est qu'un exploit pour eux. Apparemment, les autres ne sont pas très contents, ce qui démotive un peu Rei, mais au moins il peut compter sur le soutien de son équipe. De plus, il décide ensuite de rendre visite à Lydia, qui s'avère être sa maîtresse de toujours et grâce à qui il est si puissant. En réalité, cette fille commence par lui dire qu'elle a reçu une invitation à sa porte il y a quelque temps. Elle a appris l'existence d'un groupe de fous, appelé les Eugénésiens, qui se consacrent à prendre des prodiges de la sorcellerie pour étudier comment ils fonctionnent. Mais ils le font de manière littérale, et pendant que leurs victimes sont encore en vie, ils réalisent toutes sortes d'expériences qui consistent à arracher des parties du corps. Alors elle avertit Rei qu'il pourrait être une cible, et maintenant, avec les limitations de sa maîtresse, elle ne peut pas l'aider. Cela dit, les nouvelles amitiés du protagoniste sont une source de joie pour la jeune fille, qui était habituée à voir le protagoniste toujours déprimé pendant sa période de soldat. En fait, après cette visite, il rencontre Elisa, qui l'accompagne un moment à la bibliothèque, ce que la jeune fille, avec son manque d'expérience, considère comme un rendez-vous. Cependant, après avoir passé un moment ensemble et lorsqu'ils décident d'aller manger, ils finissent aussi par croiser Clarisse, ou la fille Hawkette, qui se trouvait également dans les environs. Le protagoniste partage-t-il son temps de la même façon avec les deux? Puisque, comme nous l'avons vu, presque tout ce qu'il a vécu dans sa vie s'est passé entouré de filles, et on le voit assez détendu en parlant avec des femmes, ce qui justement l'aide à ce que toutes finissent par s'attacher à lui. Comme qui est par exemple Rose, donc qu'il finit par retrouver après une réunion de famille, et ils finissent par avoir un rendez-vous où elle achète des vêtements. Il y a quelques situations typiques d'un auteur japonais que la fille commence inconsciemment à apprécier. Cependant, il doit être prêt, car la compétition des chevaliers approche bientôt, où le meilleur sorcier de l'académie sera choisi. Ce qui va de pair avec le fait que le fan numéro 1 du protagoniste rassemble son pouvoir au point de perdre le contrôle, juste pour pouvoir vaincre le protagoniste. Et il est justement observé par le type mystérieux d'avant. Bon, la situation s'arrête ici. Le protagoniste ne sait rien. Il se consacre simplement à ses tâches, dans lesquelles il a aussi quelques situations curieuses, comme voir le costume de lapin de la présidente du club. Cependant, comme le type ne s'énerve pas trop, les filles non plus, alors Rebecca laisse passer pendant qu'ils partagent un moment assez agréable avant que les cours ne commencent. C'est un entraînement pour le tournoi à venir. Et là, Rose, après avoir démontré son habileté, décide de défier le protagoniste à un duel pour voir quel est réellement le niveau qu'il cache. Et en fait, il finit par accepter, même s'il ne veut pas participer au tournoi. Ainsi commence un combat assez équilibré, où aucun des deux ne parvient à toucher l'autre. Cependant, la technique de la jeune fille commence à lui rappeler son passé avec le pauvre Howard et leurs entraînements. Il en arrive donc à un point où il perd la raison pendant un instant et manque de lancer une attaque puissante contre sa camarade, mais il se ressaisit à la dernière seconde et perd le combat. Même si la plupart des gens ne le remarquent pas vraiment, ses nouveaux amis commencent à lui demander à nouveau qui il est réellement. Cependant, c'est à ce moment-là qu'Al apparaît, cette fois avec un regard perdu, défiant le protagoniste à un duel qu'il accepte, même s'il ne s'y attendait pas. Tout un décor est prêt, même avec une barrière de protection pour que personne ne puisse intervenir. Alors Rei n'y réfléchit pas trop, il continue le duel, qui n'a pas vraiment de règles, donc son adversaire en profite, en utilisant toute la magie qu'il peut. Ce qui est fou, c'est que le protagoniste, en utilisant seulement son épée, esquive chacune de ses attaques, ce qui ne devrait pas être possible, des armes contre la magie. Ça n'a jamais fonctionné. Et encore plus quand, après avoir esquivé, il finit par vaincre son adversaire comme s'il était le plus faible de tous. Et pas seulement une fois, mais plusieurs, le laissant complètement humilié. Parce que si on regarde son passé, il se bat pour récupérer le nom de ses parents, des millionnaires qui l'ont perdu avec le temps. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Alors une fois vaincus, tous les amis le sont remplis de doutes, et c'est le moment de tout leur raconter. Cependant, de nulle part, le type mystérieux d'avant apparaît,
qui s'avère être la professeure elle-même, celle qui s'est cachée tout ce temps. Et en gagnant la confiance du protagoniste pour connaître ses points faibles, et en créant une situation où elle pourrait le capturer, et où évidemment la fille fait partie des eugénésiens. Donc le protagoniste, déjà dans cette situation, est en grand danger, mais il a encore pas mal de force, alors il essaie d'attaquer les points faibles de la fille. Mais avec ses capacités normales, il n'y arrive pas. Alors, pour la première fois dans la série, il libère sa magie de sorcier de glace. D'après certaines choses que nous avons entendues, il est censé être l'un des plus puissants des 7. De cette façon, la professeure commence à reculer, car leurs niveaux de puissance sont bien trop différents. En fait, ici, elle essaie de se défendre et d'attaquer, mais simplement les épées délicates du protagoniste suffisent à détruire toute la défense de la maîtresse. Quand elle se sent dépassée, elle supplie le protagoniste. Tout cela pour profiter de son ingénuité et utiliser l'arme sur laquelle les eugénésiens ont travaillé. Un virus qui change toute la structure du corps et qui finit par transformer la fille en une véritable bête, avec une puissance brutale, à la hauteur même du protagoniste, puisqu'il ne peut pas encore contrôler totalement ses pouvoirs. Et cette même magie commence à lui causer des blessures. Alors, après quelques coups et un combat acharné, on voit bien que le corps du protagoniste atteint déjà la limite de ses capacités. Ce que l'ennemi, heureusement, utilise pour attaquer de façon plus agressive, ce qui donne au protagoniste la seule occasion de la vaincre en l'anéantissant avec son don de glace et en sauvant ses amis, mais en laissant son corps dans un état grave qui le fait s'évanouir et qui nous amène cette fois au passé du protagoniste, où l'on voit comment l'escadron des 7, dirigé par Lydia. Il y a de nombreuses années, ils étaient en mission sur le front de la guerre. C'est là qu'il tombe justement sur un petit garçon abandonné qu'il souhaite sauver. Sans s'attendre à l'affection si grande qu'il allait lui porter, en fait, le petit était plutôt un problème car les 7 étaient en mission. Mais son charisme a fait que, peu à peu, tout le monde s'est attaché à lui, surtout Lydia, et la fille aux cheveux roses, Carol. Et le pauvre Howard, qui a fini par, avec le temps, être aussi intégré parmi les soldats, avec tout ce qu'il devait apprendre et l'héritage du pouvoir de sa maîtresse. Cependant, ce n'est pas un endroit pour un enfant, surtout entouré de morts. C'est pourquoi Durand finit par sacrifier sa vie pour sauver le jeune garçon et sa maîtresse. Cependant, cette situation était trop pour le protagoniste, qui a obtenu la condition de surchauffe, ce qui signifie en gros qu'il se brûle. Le cerveau et le pouvoir d'un sorcier peuvent le détruire, sous l'effet du stress ou d'un usage excessif de magie. Heureusement, le protagoniste a réussi à survivre grâce à un limiteur qui fait partie de son pouvoir, mais cela ne résout pas complètement le problème. C'est pour cela que sa vie de soldat a pris fin et que sa maîtresse a tout fait pour qu'il puisse vivre une bonne vie, comme n'importe quel jeune de son âge. Donc maintenant, l'infirmerie de l'académie est plus stable et il y a 2 des 7 qui s'occupent de lui. Surtout Lydia, qui ne pourrait pas être plus inquiète. Et nous avons aussi ses camarades qui étaient très attentifs. Et à qui, enfin, il décide de révéler que l'un des 7 mages les plus puissants du monde est un jeune homme dont le corps ne le supporte pas. Et il ne leur avait rien dit plus tôt, car cette situation lui faisait craindre la réaction de ses amis. Qu'au final, ils finissent simplement par l'accepter et le soutenir dans sa guérison, ce qui semble très bien. En fait, Hal finit aussi par s'excuser et soudainement, il est devenu la personne la plus gentille du monde. Après une bonne récupération, ils ont désormais une nouvelle professeure, Carol, membre des 7, qui chouchoutait le protagoniste depuis l'enfance. C'est une situation que le gars ne supporte pas. Cependant, la fille, magicienne parmi les meilleures, est envoyée poursuivre les entraînements pour le championnat. Ce cas présente les 2 autres académies qui participeront et qui se divisent entre vétérans et nouveaux élèves. C'est la descendante des Roses qui subit le plus de pression en étant la favorite. C'est pourquoi, pendant les duels d'entraînement, on la voit assez distraite, même si elle les gagne toujours. Et en fait, le prota découvre, grâce à Rebecca, qu'une partie de la pression de la rousse. C'est parce qu'elle a un passé avec Ariadne, la favorite des 2 autres académies, puisqu'elles se connaissent depuis l'enfance. Alors, en tenant compte de cela, le protagoniste décide d'attendre son ami après l'école pour lui proposer un entraînement similaire à celui qu'il faisait quand il était petit, afin qu'en un mois, elle soit prête pour le grand tournoi. C'est quelque chose que la jeune fille accepte immédiatement, car son histoire avec Ariadne remonte à leur enfance. Et même si elles étaient de très bonnes amies, la rousse s'est éloignée de leur relation, car elle se sentait inférieure à son amie. Et c'est ce qui lui laisse un petit pincement au cœur depuis longtemps, car elles ne se parlent plus. Donc l'entraînement du protagoniste tombe à pic, commençant dès le lendemain, où il attend la protagoniste devant sa porte, avec une routine assez intense, accompagnée de tout un rituel qu'il met en place. Le protagoniste devient un vrai calvaire pour Rose, car cela fait partie de son plan.
dans une séquence assez drôle pour les Japonais, j'imagine. Nous passons donc à la deuxième partie du plan, qui consiste à ce que le protagoniste change temporairement de genre. Il part à la recherche de la célèbre Ariane dans son académie. Il reçoit l'attention de sa petite sœur, qui l'aide à s'orienter dans cette académie. Et après que Rai ait attiré l'attention partout dans l'établissement, il finit par rencontrer la célèbre Ariane, qui, comme on pouvait s'y attendre, est une fille très gentille, mais aussi très astucieuse. Et elle finit par découvrir la véritable identité de Rai. Le protagoniste en profite alors pour lui parler de tous les efforts que son ancien ami fait pour lui offrir un bon combat. Cela réjouit la jeune fille et marque la fin de la mission du protagoniste, qui rentre à l'académie. Et au passage, il fait la connaissance de la petite sœur de Rebecca, qui devient admiratrice de cette personnalité féminine. Le protagoniste retourne auprès de Rose pour poursuivre un entraînement qui la fait se sentir de plus en plus prête. Donc, lorsqu'elle n'a plus rien à lui enseigner, ils entreprennent le voyage vers la ville de l'événement, où commence le grand tournoi. En vérité, cela semble moins important que ça ne l'est. En fait, on ne voit qu'un seul combat des filles les plus importantes, juste pour jauger à quel point elles sont fortes. Et le reste des participants disparaît par la magie du scénario, à l'exception de celui à qui ils essaient de donner un bon développement de personnage. Mais ils finissent par le détruire facilement, puisque cette fille semble avoir un pouvoir assez fou. Enfin bon, c'est ainsi qu'arrive le combat final entre les deux. Pendant ce temps, passons un peu à la compétition des vétérans, où Rebecca représente comme toujours, même si elle semble aussi avoir un adversaire à sa hauteur pour la finale. Pendant ce temps, on voit que Ray est surveillé depuis l'ombre. C'est alors que le chef du club des musclés apparaît, et il finit par emmener Ray dans une pièce où il s'avère que sa professeure et la directrice ont une équipe secrète à leur disposition. En effet, il semble que les eugénésistes veuillent attaquer les filles des deux familles les plus importantes. Et Lydia recommande au protagoniste de l'aider à protéger la zone avec justement l'aide du musclé. Cependant, Ray a un problème bien plus important en tête, c'est que Rose traverse un gros doute sur sa capacité à gagner le tournoi. Le protagoniste, après lui avoir laissé de l'espace, engage une conversation devant sa porte et lui explique comment répondre aux attentes des autres. C'est ce qu'il a remarqué que la jeune fille fait, en plus de lui dire qu'elle doit croire en elle et tout laisser tomber si c'est vraiment ce qu'elle aime. L'optimisme transforme toujours le visage de la jeune fille. Elle le laisse l'accompagner la nuit, avec même un léger contact des mains. Mais l'important, c'est que la jeune fille parvient à se calmer pour qu'elle soit plus enthousiaste le lendemain. Pour la rencontre, où sans trop de problèmes, elle commence très bien, car toutes les deux donnent leur maximum. Le problème pour Ray, c'est que pendant que les anciennes amies se battent, Clarisse est justement enlevée par les eugénésiens. Alors le prota, avec l'aide de l'escouade de sa maîtresse, commence la recherche dans tout le Colisée. Pendant le combat, Ariadne commence à prendre l'avantage, car son pouvoir est bien plus entraîné. Tout comme Ray, qui en ce moment se trouve dans les sous-sols, où il découvre tous les kidnappés. Mais il y a aussi une sorte de marionnettes contre lesquelles le protagoniste doit devenir sérieux s'il veut sauver son ami. En fait, il dégage tellement de pouvoir anti-magie que cela se ressent pendant le tournoi. Mais le fait est que le protagoniste sauve la situation et la fille, puis il arrive au combat. Juste à temps pour voir que Rose est sur le point d'abandonner face à la supériorité de son ami. Mais c'est un cri du protagoniste qui la ramène dans le combat, qui lui donne ce coup de pouce dont elle avait besoin pour se relancer. Il y a aussi la maîtrise de sa magie, qui est du même niveau que celle qu'Ariadne possède déjà. Cela équilibre évidemment la situation et lui donne un nouvel avantage. La rousse peut le sentir et commence à se défendre avec une sorte de papillon, ce qui lui permet essentiellement de changer la direction et l'emplacement des attaques qu'elle reçoit. L'albinos comprend peu à peu qu'elle ne peut pas la toucher, ce qui semble génial et donne l'impression d'une victoire facile. Mais ce pouvoir consomme beaucoup de la force vitale de la fille et la conduit à une surchauffe. Alors elle libère son corps et commence la bataille finale dans laquelle les deux donnent tout ce qu'elles ont dans le combat. Mais c'est Amélie qui, grâce à son entraînement physique, finit par remporter le combat. Et pour la première fois, elle parvient à battre son ancien ami, ce qui est incroyable. En fait, cela leur permet de se réconcilier et de faire la scène où elle raconte que, comme toujours, leur destin était d'être amis. Et de manga. J'ai gâché leur plan, mais elles gèrent tout et passent en récupération. Rose remercie quand même le protagoniste, avec une pointe de piquant. Cependant, ce qui est vraiment important, c'est que le combat final des vétérans approche, où Rebecca est la favorite. Contre l'inconnu que l'on sait maintenant s'appeler Lucas,
quelqu'un dont on ne sait pas grand-chose. Cependant, le combat ne dure que 2 secondes car le type gagne avant même que la fille puisse réagir. Il montre ainsi au protagoniste, l'un des 7, cette fois le sorcier de la lame, qu'il a fait tout cela pour pouvoir défier le protagoniste à un combat. Plus tard, lorsqu'il maîtrisera complètement ses pouvoirs, il pourra ainsi lui retirer le titre de mage le plus puissant. Ce qui en plus fait que le protagoniste décide d'emmener les marionnettes qu'il a capturées à sa maîtresse et qu'elles finissent par appartenir au royaume. Cependant, avant de pouvoir leur soutirer des informations, elles s'auto-détruisent, donc pour l'instant ils n'ont pas plus de données. Et le protagoniste revient. Court, organiser tout ce qui concerne le festival scolaire, qui sera axé sur un café de mai, où toute la classe aidera. Cependant, ils sont interrompus par la nouvelle que Rebecca, maintenant soudainement, est fiancée à un type nommé Evan. Cependant, cela ne cache que des mystères lorsque nous voyons justement certains des types des eugénésiens. Ils parlent du fait que la fille est un réceptacle dont ils ont besoin, mais qu'ils l'ont déjà presque capturée, donc tout cela est très étrange. Cependant, ses amis et compagnons se contentent seulement de la soutenir dans sa décision, ou enfin celle de sa famille, pendant qu'il s'occupe de tout préparer pour le festival qui approche à grands pas et pour lequel le prota est en train de diriger. Donc il gagne le respect des hommes de la classe avec son idée des maths. Cependant, lorsqu'il décide de faire son rapport au conseil des élèves, où se trouvent justement Rebecca et son amie, c'est cette dernière qui discute justement avec lui. Et elle demande à Ray d'enquêter sur le prétendu fiancé de Rebecca, Evan, car on ne sait vraiment rien sur ce type. Rebecca paraît la plus mécontente de cette décision, alors le protagoniste sollicite l'aide de sa professeure. Pendant ce temps, arrive le jour des maths, où tout le monde fait son travail et tout semble se dérouler normalement. Cependant, le protagoniste prend l'après-midi pour accompagner Rebecca jusqu'à chez elle, qui n'est autre que le manoir de son fiancé. Ce qui est déjà assez étrange car ils ne sont même pas encore mariés. Mais en tout cas, ils arrivent sur place et Evan apparaît, assez mystérieux, pour remercier Ray et repartir avec sa fiancée. Mais c'est justement là que Ray est appelé par le groupe de recherche de Lydia, qui lui dit que le type garde tous ses mouvements secrets. Mais dernièrement, il fait des activités étranges pour quelqu'un de son âge, qui pourraient être directement liées aux eugénistes, c'est-à-dire obtenir des organes pour des expériences, et qui pourraient viser la fille de l'une des familles les plus importantes. Ça a du sens, ce que nous ne tardons pas à confirmer en regardant la vidéo. La véritable tenue d'Evan et comment il cherche les yeux de sa fiancée pour se venger d'une certaine manière. Il agit donc en harceleur, tandis que la jeune fille, lassée, tente de l'éloigner, mais il rétorque simplement qu'elle met sa vie en danger. Et celle de sa sœur, puisqu'il semble que la jeune fille endure tout cela pour protéger sa petite sœur. Tout cela ajouté au fait que lors des derniers rêves de la jeune fille, elle a été emmenée dans des souvenirs douloureux du protagoniste, ce qui éveille sa curiosité. Sait-elle comment parler à Ray? Cela dit, quand elle le voit interagir un peu trop avec sa sœur, elle devient jalouse, car selon ses propres mots, Ray a un grand pouvoir sur les femmes. Et elle ne se rend pas compte que Ray s'inquiète seulement pour Rebecca et qu'il demande à sa sœur des nouvelles d'elle. Le fait est que le lendemain, pendant qu'ils profitent du festival, Rebecca cherche le protagoniste pour lui parler de ce qu'elle a rêvé, mais finalement, elle n'y parvient pas. Alors le protagoniste reprend son rôle de maid, car il a fini par aimer s'habiller en femme. Et il semble bien s'amuser, donc Ray, après un moment, rejoint Rebecca, avec qui il finit par passer tout l'après-midi, prenant même quelques initiatives, notamment essayer de l'inviter au feu d'artifice du dernier jour, donc tout semble aller pour le mieux. Cependant, le soir, Ray est convoqué à une réunion où on lui dit que Rebecca est en danger de mort et qu'ils ont besoin qu'il s'en occupe. À la demande du propre père de la jeune fille, on ne nous en dit pas plus ici et on voit seulement Rebecca à ce moment-là. Quatrièmement, ce qu'elle a dans l'œil lui fait souffrir davantage. Et c'est là que Ray, qui sait maintenant tout, décide d'en parler à son ami, pour que le lendemain, le dernier jour du festival, tout commence assez normalement. Cependant, ce n'est pas le cas, car après un moment où le protagoniste met tout le monde de bonne humeur. Vêtu en femme, il se rend compte que Rebecca a été enlevée par son fiancé et emmenée dans un château entouré d'une barrière protectrice. Vêtu en femme, ainsi il n'est pas attaqué de toutes ses forces, mais il y a tout de même de nombreux ennemis et il ne fait que perdre du temps. Ainsi, grâce à son ami qui a appelé le reste des compagnons, la bataille s'équilibre un peu. Pendant ce temps, Rebecca remarque un chaos total à proximité et sa sœur, la première à arriver, vient la sauver.
mais elle ne peut pas faire grand-chose face à des ennemis aussi puissants. Alors passons au protagoniste, qui essaie de gagner du temps et grâce à ses amis, il peut continuer pendant que les autres s'occupent de la situation. Il se souvient alors de la rencontre avec le père de Rebecca, où celui-ci lui a expliqué que sa fille possède un œil de sorcière si puissant que tout le monde veut s'en emparer. En plus, la jeune fille n'a pas réussi à contrôler tout ce pouvoir. Et si elle perd le contrôle, ni elle ni sa sœur ne survivront très longtemps. Ainsi, le prota, après s'être motivé, atteint le sommet de la montagne. Pendant ce temps, nous découvrons que Levan qui est avec Rebecca. Parmi les 7 sorciers infiltrés dans ce cas, l'une des plus mystérieuses, la sorcière de la fabrication, qui semble très puissante et qui cherche à aider Rebecca, même si ses méthodes sont assez extrêmes. Car lorsqu'elle se retrouve face à face avec le véritable Evan et les Eugénésios, c'est justement à ce moment-là que le protagoniste arrive pour découvrir ce qui se passe. Même s'il ne comprend pas tout, il sait que la nouvelle sorcière n'est pas mauvaise. Cependant, il a le projet de pousser les sentiments de Rebecca à l'extrême, ainsi que son pouvoir et sa capacité à sceller la magie de glace pour contrôler la jeune fille. Mais pour l'instant, ils doivent s'occuper des démons. L'un d'eux semble d'ailleurs particulièrement intéressé à éliminer le protagoniste, car sa réputation parmi les méchants est assez grande. Ainsi, l'autre fille décide de rester avec Evan, même si cela ne dure pas longtemps et qu'elle le bat en un instant. Et même s'il utilise l'amélioration des Eugénésiens, cela ne lui sert finalement à rien. Ses derniers jumeaux sont donc qu'il a affronté la plus puissante des 7. Mais elle le corrige immédiatement, en lui disant que le plus fort est le type de glace, allant même jusqu'à dire qu'ils jouent dans des ligues totalement différentes. Nous revenons donc à Rai, qui semble être sérieusement malmené, mais nous avons déjà entendu dire qu'il s'agit du sorcier le plus puissant de tous. Quand son amélioration atteint un bon niveau, elle devient rouge, empêchant son ennemi de fuir, et celui-ci ne peut éviter que la glace consume son corps. Cependant, tout ce pouvoir affecte énormément le protagoniste, qui, après avoir vaincu son ennemi, tombe inconscient. Pendant ce temps, le reste de l'équipe fait de son mieux contre tous les démons. Améliorés, mais grâce à la grande aide des derniers jours d'entraînement qu'ils ont eus. Cependant, ces bêtes semblent immortelles. Et c'est là qu'ils reçoivent l'aide des vétérans des 7, qui arrivent au moment parfait pour montrer toute leur puissance. Pendant ce temps, de retour au combat principal, la sœur de Rebecca finit par exploser d'impuissance, reprochant à la jeune fille de ne jamais lui parler de tout ce qui lui arrive de mal. Et c'est pour ça que tout le monde se retrouve dans cette situation, surtout Rai et elle. Alors Rebecca lui répond qu'elle aussi a fait beaucoup de sacrifices pour prendre soin d'elle, déclenchant ainsi une dispute entre sœurs qui finit par donner à Rebecca le dernier coup de pouce pour qu'elle perde le contrôle. Mais surtout, et son pouvoir. Elle crée donc une zone de radiation magique où tout devient chaotique. Mais le protagoniste, après avoir retrouvé un peu de force, décide d'aider la jeune fille avec sa dernière magie. Après être entré dans la zone, il parle à la jeune fille, lui remonte le moral et use de tchatcher pour créer un moment parfait, où il finit par sceller une bonne fois pour toutes ses pouvoirs, de la même manière qu'il a scellé les siens, résolvant ainsi un grand problème et calmant les actions des Eugénésiens, qui ont perdu certaines de leurs têtes les plus fortes. C'est pourquoi de nombreuses personnes, surtout les filles les plus avantagées, sont maintenant reconnaissantes envers le protagoniste. Le protagoniste retourne en cours, entouré de nombreuses filles qu'il apprécie, ce qui n'est finalement pas une si mauvaise fin. Un gars qui, il y a quelques années, était aveuglé par la guerre et qui a dû perdre de grands amis, nous laissant ainsi avec une fin plutôt heureuse où même ses professeurs continuent de l'accompagner et où l'on nous quitte. Tout simplement avec une scène finale où Ariane apparaît pour l'inviter à un tournoi en duo qui est très important dans la ville, nous laissant ainsi avec une fin assez ouverte à une suite. Cette histoire, dans le pur style japonais, se concentre sur un jeune travailleur qui, cherchant une bonne promotion dans son travail, se casse le dos, littéralement, cherchant des clients acceptant les conditions de son patron, avec une détermination remarquable. Cependant, juste au moment où il conclut le contrat de sa carrière, un voleur s'enfuit avec le pistolet du policier, qui est plutôt inutile. Vraiment, il parvient à le rattraper, cependant, il n'arrive pas à lui retirer l'arme, qui finit par être déclenchée lors d'une lutte. Comme vous ne devinerez jamais qui a été touché, effectivement, c'est le futur prospère du protagoniste qui, dans ce cas, meurt sur le coup. Pendant qu'il continue de parler de la fête qu'il voulait organiser avec sa grande nouvelle. Mais ici, la voix d'une sorte de dieu latin, disant que face à l'injustice, il lui donnera l'opportunité de se réincarner dans un monde similaire à la Terre, mais avec des bêtes, des créatures et de la magie. Le jeune homme, désormais doté du skin ultime pour tout jeu, n'arrive pas à y croire jusqu'à voir lui-même un grand dragon. Il découvre qu'il a désormais un tableau de statistiques de guérisseur,
habituellement lié à la profession la plus faible, celle de ceux qui restent en retrait. Donc cela ne le dérange pas trop, puisqu'il n'a ni magie ni l'envie d'affronter des créatures dangereuses. Il arrive donc à la première ville qu'il trouve, mais il n'a ni pièce d'identité ni l'argent pour entrer. Alors il décide d'utiliser la compétence de négociant de sa vie passée. Et il parvient à convaincre le garde, qui finit par appeler cette fille en armure d'élite, nommée Lumina, qui est une soigneuse, et elle le laisse entrer en l'invitant dans la guilde exclusive des soigneurs. Il croise d'abord des aventuriers à l'air mauvais, avec qui il préfère rester discret, puis il suit le groupe à la guilde. Là-bas, en utilisant l'excuse qu'il est un villageois qui ne comprend pas trop les règles du lieu, il parvient à obtenir non seulement le titre officiel de soigneur, mais aussi une carte d'identité. Tout cela en jouant un peu l'ignorant parce qu'il vient de la campagne, ce qui fonctionne. Même Lumina, qui semble être très respectée, compatit et comprend bien son travail de soigneur. Et elle lui donne plusieurs options. L'une d'elles, étudier en contractant des prêts, étudier et travailler, ou seulement étudier. Sa magie, mais à la manière spartiate. Cela surprend les filles, car avec l'expérience de sa vie antérieure, il choisit de s'entraîner jusqu'à ce que son corps ne le supporte plus comme un spartiate. Et dès le premier instant, le gars commence à comprendre sa magie, poussant son corps jusqu'à l'épuisement, mais en constatant de petits changements au fil des jours. Il reste à l'auberge plus d'une semaine, ce qui lui permet d'obtenir sa première compétence de guérisseur, avec laquelle il peut être bien payé. Comme dans sa vie précédente, il doit chercher des clients. Cependant, il tombe d'abord sur les aventuriers, qui finalement ne sont pas si pourris que ça. C'est alors que certains de ses compagnons arrivent, épuisés après une mission, sans pouvoir les emmener à l'hôpital. En effet, en raison du respect dont bénéficient ces guérisseurs dans ce monde, la guérison est devenue un business et la plupart sont corrompus avec des prix exorbitants. Alors, voyant la situation, le prota décide au moins de changer un peu les choses et de soigner les blessés. Cependant, il est très nerveux et n'arrive pas à concentrer sa magie, ce qui lui fait perdre encore plus de points. Et même s'il parvient à sauver la plupart des blessés avec le dernier, il perd complètement ses pouvoirs jusqu'à s'évanouir. Ce n'est évidemment pas quelque chose pour lequel on le blâme puisqu'il a fait ce qu'il a pu, mais il se sent assez mal, alors il décide d'améliorer sa résistance, quoi qu'il arrive. Pour lui, tout est nouveau et les autres le trouvent étrange. Heureusement, la responsable des lieux le traite plutôt bien et parvient à l'enregistrer comme aventurier, rang H, le plus bas. Mais le prota, en mode négociateur, lui propose un travail différent. Grâce à la pénurie de soigneurs, et comme il peut s'occuper de soigner les aventuriers qui s'entraînent, il reçoit un paiement modéré. Comme il aimerait aussi apprendre un peu le combat, c'est quelque chose que la fille doit discuter avec le responsable, qui s'avère être ce type, qu'il trouve très agressif. Après avoir compris la motivation du protagoniste, il juge que c'est une bonne option, acceptant une pièce d'argent par jour comme paiement. Donc pendant la semaine suivante, le prota finit de perfectionner son sort pour ne pas rater autant de tentatives en sauvant des gens. En se concentrant au maximum avec la compagnie de Monique, qui est la maid et qui s'intéresse au protagoniste, elle lui dit même que s'il parvient à devenir un bon guérisseur, elle lui accordera un rendez-vous. Le fait est que le jour de l'entraînement et du travail arrive, et c'est Brod qui commence avec une routine qui, pour le malheur du protagoniste, n'est que l'échauffement. Il souffre ainsi tout l'après-midi. Cependant, il ne renonce pas, et sait qu'en évitant d'utiliser la guérison sur lui-même, comme le dit Brod, il améliorera sa résistance. Beaucoup. S'il veut voyager pour sauver des gens, il doit aussi apprendre à se défendre. Le chef remarque alors que ses intentions sont sincères, surtout quand un groupe de blessés arrive, méfiant à cause de la mauvaise réputation des guérisseurs. Mais le prota se prépare à tous les soigner, même si c'est un peu idiot, on va quand même faire payer. En fait, pour avoir agi aussi bien, Brod décide de lui offrir le séjour et la nourriture. Depuis qu'il soigne les nouveaux, il crée un bon lien entre eux deux et reconnaît que s'il y avait plus de soigneurs comme lui, le monde serait moins pourri. Mais ce n'est pas le cas. Pour cette raison, il évitera de le soumettre à un mois d'entraînement dur, jusqu'à ce qu'il ne puisse même plus supporter son propre corps. Ce qui, en partie, était ce qu'il recherchait. Il prend une douche sans savoir quoi faire. Sale. Donc, pour maintenir l'équilibre des genres, Nanaela apparaît pour s'en occuper, car elle est très douée pour laver les vêtements. Alors le protagoniste la remercie et s'en va profiter d'un bon repas. Cependant, au moment de dormir, cela devient compliqué pour lui. Alors il prend un peu plus de temps pour canaliser son énergie et le lendemain, être prêt. Cependant, s'il tombe d'abord sur son chef, qui est un homme loup, et qui apparemment est très gentil. Cependant, celui-ci lui propose d'essayer la substance X. Elle a l'air aussi répugnante que les bons smoothies australiens,
mais elle peut lui donner des statistiques importantes pour mieux s'entraîner. Alors, avec ses 2 couilles et en souffrant pas mal, il parvient à boire l'élixir qui le fait pleurer. Mais en même temps, il sent la puissance couler dans ses veines. C'est ainsi que l'entraînement continue sans répit. Et même Broad commence à s'attacher à son nouvel apprenti qui a une détermination redoutable. Cependant, c'est à ce moment-là qu'un humanoïde apparaît, cherchant à se faire soigner, et le protagoniste n'hésite pas une seconde à l'aider, surprenant tout le monde. Les cliniques ne soignent généralement pas les personnes non humaines. Cependant, Lucille s'en moque, gagnant ainsi l'affection de cette race, même s'il reste assez épuisé tout en sentant que, pour une raison quelconque, les autres l'observent. Il décide donc d'enquêter sur ce qui se passe, et il découvre que Broad et les aventuriers le surveillent pour qu'il ne s'échappe pas. En gros, grâce à lui, aucun aventurier n'a à mourir ni à continuer à travailler blessé. Le protagoniste affirme qu'il respectera son contrat d'1 mois, mais demande qu'il n'y ait pas de méfiance. Le protagoniste dit que l'entraînement continue jusqu'à la fin de son temps. Il doit ensuite quitter la guilde pour gagner plus d'argent afin de payer les impôts en tant que guérisseur. Cependant, Broad lui remet une bourse remplie de pièces pour toute une année en échange de rester s'entraîner, mais surtout d'aider tous les blessés. Donc, le protagoniste, n'ayant aucune raison de refuser, finit par accepter et Broad, à sa manière, est le plus heureux de la nouvelle. Il remet même un livre de sorcellerie à son élève et rend l'entraînement plus difficile. Donc, le protagoniste, avec l'aide de la pourriture, décide qu'il va faire plus d'efforts pour pouvoir frapper au moins une fois son maître. Cependant, le lendemain, on lui accorde quelques jours de repos. Et pour quelqu'un d'accro au travail, c'est étrange. Alors Broad l'envoie chez le boucher du coin, qui au début ne lui montre rien de très utile, du moins en ce qui concerne la nourriture. Cependant, dans cette cuisine, toutes sortes de créatures arrivent, et connaître leurs points faibles est important. De plus, un aventurier qui a peur de tuer des créatures n'a pas d'avenir. Il le voit ouvrir des bestioles, retirer des entrailles. C'est néanmoins stressant en fin de journée. Alors Nana, en le voyant comme ça, décide que le mieux est dès qu'il prenne une pause et l'emmène lire un peu. En fait, elle le gâte beaucoup pour qu'il comprenne mieux ce monde, en lui montrant la répartition des villes. Et comme l'endroit où il se trouve est le seul où l'esclavage des semi-humains est interdit. Important, le prota continue de travailler et de faire des courses durant 6 mois, tandis que ceux qu'il a sauvés, ainsi que lui-même, deviennent de plus en plus puissants. En fait, son physique a tellement changé que ses vêtements ne lui vont même plus. Et Nanaela l'accompagne pour en acheter d'autres. Situation qui est sponsorisée par Broad. Alors qu'ils passent l'après-midi ensemble, du moins jusqu'à ce que Luciel entende un cri. Et après avoir enquêté, il tombe rapidement sur Monica des guérisseurs, couverte de sang. Le héros la sauve et l'emmène à son auberge pour utiliser sa nouvelle compétence contre les maladies. Alors la jeune fille réagit en leur racontant que cela a probablement été causé par les mêmes guérisseurs. Comme la jeune fille protestait car son ami avait fréquenté une de ces cliniques. Faute d'argent, ils l'ont vendu comme esclave dans une autre ville pour que ce soit légal. Alors le protagoniste est rempli de rage en apprenant que l'abuseur et guérisseur s'appelle Botaculi. Malgré tout, il ne peut rien faire d'autre que d'offrir un refuge à la jeune fille et de commencer à planifier ce qu'il va faire à partir de maintenant. Cependant, quelques semaines plus tard, le bandit qui a attaqué la jeune fille est capturé. Les choses se sont calmées jusqu'à 2 mois plus tard, où la plupart des meilleurs guerriers ont fini très gravement blessés. Le prota se rend là où de nombreux blessés graves sont présents et commence à travailler. Même après avoir pris une potion pour renforcer sa résistance, il poursuit, jusqu'à ce qu'ils finissent par tous les soigner, certains dans un état si grave qu'ils finissent par mourir. Même s'il a donné le meilleur de lui-même cette fois, il a quand même fait la promesse de continuer à s'améliorer. Et puis le jour où il fête 1 an depuis son arrivée dans ce monde. Ses statistiques, non seulement en guérison mais aussi physiques, sont très avancées, rendant en plus la guilde dépendante de sa puissance. Il est donc temps de changer de direction, cette fois pour apprendre des sorts plus avancés et continuer à évoluer. Comme guérisseur avec des livres dans d'autres villes. En faisant ses adieux à Broad pour toute l'aide et l'amitié qu'ils ont partagée, le protagoniste commence une nouvelle aventure. Cependant, lors du renouvellement de sa licence de guérisseur, il s'avère qu'il a des statistiques très élevées pour son niveau. Comme il n'a pas réussi à escroquer les gens pour leur soutirer beaucoup d'argent, il n'a pas l'argent nécessaire pour payer les impôts d'un rang aussi élevé. Broad réapparaît alors pour régler ses dettes contre une année de plus avec les aventuriers, ce qu'il accepte, n'ayant pas de meilleure option. Il retourne ensuite à son auberge. Cependant, cela est important à cause de ce qu'il attend, car après un grand dîner où toute la substance X lui est réservée, il s'amuse avec les aventuriers et a quelques frictions avec les filles. Il se rend compte que même les guerriers les plus forts le protègent.
C'est nécessaire car justement le guérisseur Botakuli est en train de perdre beaucoup de ses clients. Et il doit chercher la raison allant jusqu'à la guilde où, utilisant son arrogance, il force le protagoniste à travailler pour lui. Cependant, celui-ci refuse, révélant non seulement que les prix de ses services sont exagérés, mais aussi que le traitement d'esclaves qu'il inflige à ceux qui ne peuvent pas payer est inhumain. Il découvre que le problème vient du fait que ce type utilise toujours une magie très puissante pour des cas qui ne le nécessitent pas. Et c'est uniquement pour facturer plus cher. Il admet cependant que cela doit être un guérisseur très expérimenté pour utiliser ce type de magie. Malgré tout, il déclare la guerre aux chauves qui envoient ses guerriers. Le protagoniste a aussi des alliés, alors le gros s'enfuit, mais il pourrait lui envoyer d'autres hommes de main plus tard. Ainsi, le système d'entraînement du protagoniste évolue pour se focaliser sur la capacité à se défendre en travaillant 2 fois plus. Tant au corps à corps qu'avec les armes. Et le pire, c'est qu'on dirait qu'il en profite comme un vrai masochiste. Et des novices voulant s'entraîner, pendant que Luciel expérimente avec une grande variété d'armes, sans se douter que Botakuli, à ce moment-là, envoie une lettre aux guildes de guérison, pour que le protagoniste, à cause de ses prix exagérés, c'est-à-dire un mensonge et une grande habileté. Il a été envoyé dans une zone plus centrale, ce qui prendra probablement 1 an avant d'être effectif, mais ce sera obligatoire pour le prota. Ainsi, après 6 mois de normalité au travail, une lettre de l'église apparaît, disant au prota que dans un demi-an, il sera emmené. Zone comme prévu par le chauve, sous l'ordre de la Sainte Église elle-même. Donc Bro sait que l'ennemi a obtenu ce qu'il voulait. Il ne reste plus qu'à accepter. Cela dit, il propose d'utiliser correctement la capacité du prota, tandis qu'il gagne plus de puissance grâce à la grande substance X, améliorant considérablement ses statistiques. En fait, tout le monde s'est amélioré grâce à Luciel. Donc, en guise de remerciement, ils font en sorte que le chasseur, qui a beaucoup de contacts dans l'église, puisse conclure un pacte pour ne pas faire de mal à Luciel tant qu'il est dans l'église. Pendant ces 6 mois, le protagoniste vit bien, continue de progresser et approche de sa mission. Avant cela, il veut honorer les morts qu'il n'a pu sauver. En attendant, il promet de revenir avec plus de connaissances. Et, surtout, renverser le système corrompu de la guérison, car au fond de lui, il se sent plus aventurier que guérisseur. Et en laissant Monica, qui était sa protégée, entre de très bonnes mains. Cependant, Brot révèle qu'il y a justement 2 filles qui écoutent tout, et il leur laisse l'espace pour qu'elles puissent faire leurs adieux. Car un peu de mélodrame, en remerciant pour ce qu'ils ont fait les uns pour les autres, presque jusqu'aux larmes qu'ils retiennent. Le lendemain, le prota ressent l'affection de toute la guilde et il est prêt à revenir s'ils ont besoin de lui, quelle que soit la situation. Cependant, tous le soutiennent dans sa nouvelle voie, surtout Bro, qui sait de quoi il sera capable. Alors il lui offre un cadeau, quelque chose comme la poche de Doraemon et un peu d'argent. Il s'éloigne de l'endroit, les larmes aux yeux. Même s'il ne voyagera pas seul, quelques aventuriers l'escorteront jusqu'à la ville. Cependant, malgré la grande tristesse qu'il ressent, il leur demande aussi de l'accompagner au sein de la guilde. Le guérisseur arrive avec des gardes du corps, mais il n'a pas vraiment à s'inquiéter. Malgré les regards étranges, la responsable et le chef sont très aimables. De plus, ils connaissent Bro, donc même après avoir montré son caractère, ils lui apporteront toute la substance X dont il aura besoin. Cela dit, tout le monde sent cette puanteur, mais ici, il se sent déjà un peu plus à l'aise, camarade, ressentant la solitude. Il visite tout de même le gigantesque siège de la guilde des guérisseurs. Et là, après avoir parlé avec les responsables de son nouveau poste, ce prêtre apparaît pour le guider à travers les installations et lui montrer pour la première fois le transport par portail. Mais avant de pouvoir parler de ce qui est important, il rencontre Lumina, sa première fille, qui a très envie de lui parler et l'invite dans sa chambre quand il sera libre. Mais d'abord, il a une réunion avec le prêtre. Grâce à l'empathie du protagoniste, il explique la vérité sur le guérisseur qui a menti dans la lettre. Bien qu'il ne décide pas, il y réfléchira seul. En fait, il lui montre son nouveau poste en tant qu'exorciste d'élite dans l'église. Pour cela, il recevra la somme ridicule de 20 pièces d'or par mois, une véritable fortune. Sans trop réfléchir, il accepte lors de sa rencontre avec Lumina, qui remarque son changement physique et sa force, sachant déjà qu'il avait quelque chose de spécial. Mais elle lui avoue que dans son nouveau travail, il devra s'occuper de toutes sortes de bêtes de différents niveaux, avec l'avantage de pouvoir garder tout trésor qu'il trouvera. Le lendemain, il retrouve le prêtre et son nouveau compagnon chargé de lui faire le tutoriel. En gros, non sans lui avoir d'abord averti qu'il lui donne maintenant la capacité de se téléporter. Mais il ne doit en aucun cas ramener des créatures des ruines, sinon il sera sévèrement puni. Donc ils entrent dans cet endroit qui se trouve sous l'église, et il commence à lui expliquer comment fonctionne le sort de purification. Il lui montre un exemple, part avec son costume et son épée, puis disparaît.
Le protagoniste se débrouille malgré sa peur des créatures et réussit à utiliser sa magie. Cependant, il semble que son niveau 1 n'augmentera jamais, même après avoir tué des bêtes. Seules ses statistiques progressent. Alors, après avoir expérimenté différentes façons d'utiliser sa magie, par exemple avec l'épée, il fait une pause pour déjeuner avec son grand compagnon, la substance X. Ensuite, il finit par visiter et nettoyer plusieurs niveaux de l'endroit, où il tombe même sur des squelettes qu'il parvient à soumettre. Son compagnon pensait l'avoir perdu car il tardait. Mais il l'emmène finalement à la boutique du palais où Katlel, une fille très gentille, les accueille. Elle s'occupera d'échanger les objets des ennemis contre des pièces avec lesquelles il pourra améliorer son équipement ou trouver de nouveaux livres exotiques. Cependant, leurs prix sont excessivement élevés. Même si sa première journée fut meilleure que celle d'un débutant, il devra travailler plus d'un semestre pour apprendre de nouvelles choses. Donc pour l'instant, il se consacre à choisir des armes qu'il trouve à de très bons prix, aussi bien les épées que les lances, car la plupart des soigneurs utilisent simplement la magie. Et voilà, il profite donc de la promotion et s'équipe plutôt bien, se fixant comme objectif d'acheter l'un des livres qui pourrait lui être utile. Donc pour le deuxième jour, il applique l'utilisation de la double prise. Et en plus, il peut les imprégner de magie. Ça devient une promenade de santé pour le protagoniste, avec des ennemis et des zombies plus avancés, voire quelques pièges qu'il parvient à résoudre. En étudiant un peu le chemin, et en avançant lentement mais sûrement, il finit par tomber sur une porte qui semble être celle d'un boss. Donc par précaution, il se prépare d'abord avec ses compagnons, et le lendemain, une fois prêt, il décide de lancer la bataille, se retrouvant d'abord face à une multitude d'ennemis, ce qui ne serait pas un problème pour sa magie. Cependant, dans cette zone, elle est bloquée et son salut réside dans l'épée. Alors, après avoir sué sang et eau, comprenant pourquoi il est le premier exorciste à être allé aussi loin, puisque la plupart de ses compagnons n'utilisent que la magie, il veut maintenant récupérer ses objets. Cependant, c'est maintenant que le véritable boss apparaît. Ce spectre, qui avec un peu plus d'intelligence, exige du protagoniste plus de stratégie. Mais de toute façon, son épée et son arc sont des avantages qui, à un moment donné, lui permettent de prendre le dessus sur son ennemi jusqu'à l'éliminer. La surprise vient du fait qu'au moment d'échanger ses objets, la marchande est étonnée par leur qualité. Il gagne un nombre incroyable de pièces, mais il trouve aussi des reliques du spectre, si précieuse qu'il finit par obtenir une rencontre avec la très sainte des guérisseurs, pour qui ces objets sont importants et qui gardent une très bonne impression du protagoniste. Grâce à son ingéniosité, il parvient également à obtenir un sac magique pour stocker encore plus d'objets. Pendant ce temps, la jeune fille réalise l'habileté du gars et lui donne sa récompense ainsi que des livres importants. Cependant, il ne rayonne pas beaucoup car il a trop exposé sa vie. Et voyant que Lucille manque d'entraînement et cherche un endroit, elle décide de l'inviter à s'entraîner avec son groupe exclusif de guerrières. Et là, bien qu'il soit un guérisseur, elle le respecte et lui donne un entraînement plus que rigoureux. Il se rend compte que beaucoup de ce qu'il a appris avec Brod devient déjà assez obsolète. En fait, à un moment donné, il doit combattre contre Lumina et il se rend compte que sa façon d'utiliser les armes est très mauvaise. En plus, elle trouve facilement ses points faibles. Cependant, le protagoniste n'abandonne jamais, sauf quand il s'évanouit. Ses nouvelles camarades doutaient de ses capacités, mais après avoir vu ses efforts, elles l'aperçoivent autrement. Même lors de certains combats en équipe, ce sont les filles qui sont à ses côtés et qui finissent par gagner. Donc maintenant, il est mieux préparé pour continuer à avancer dans le labyrinthe. Et même avec quelques problèmes, il finit par atteindre le prochain boss du niveau 200, qui doit être, comme le premier, le spectre de l'un des prêtres qui ont perdu la vie ici dans le labyrinthe. Cela a éveillé ma curiosité, alors je suis allé plus loin avec les guerrières, apprenant à mieux gérer l'espace et leurs armes. Prêt à affronter l'ennemi, qui s'avère finalement très facile, il récupère les objets importants et découvre ce qu'il voulait. Et en fait, selon sa sainteté, ce labyrinthe est apparu il y a plus d'un demi-siècle, obligeant les prêtres à combattre des bêtes. Cependant, beaucoup sont restés en chemin, et même s'ils ont réussi à le sceller. Des créatures traversent les villes. Aujourd'hui, dans les maisons des bons guerriers, les guérisseurs les purifient, comme le protagoniste. Et justement, sa sainteté elle-même dit à Luciel qu'il pourrait être l'opportunité de mettre fin à cette malédiction s'il parvient à atteindre la fin du labyrinthe. Il accepte, à condition de recevoir un meilleur équipement et une meilleure armure pour combattre les morts-vivants. Évidemment, il accepte. Cependant, il prend d'abord le temps de chercher une bonne provision de la substance X. Et la plus désagréable, il s'en charge. Cependant, il lui demande de travailler à la guilde des aventuriers, comme précédemment. C'est quelque chose qu'il ne peut pas accepter, car avec ce qu'il fait maintenant, son emploi du temps est déjà bien rempli, mais il décide de consacrer son temps libre à soigner quelques blessés.
Et il suffit qu'on le voie pour qu'on le traite d'avare. Le nain affirme que c'est leur seule chance d'avoir un soigneur honnête. Ceux qui ne supportent pas peuvent partir. Alors tout le monde reste calme. Pelote accepte finalement de les soigner pour une grosse somme à Lucia, mais il ne s'attendait pas à ce que ces aventuriers deviennent ses fans grâce à leurs exploits. Il change le surnom qu'il n'aimait pas, de soigneur masochiste, pour le nouveau nom incroyable de Saint Rarito. C'est quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Alors il retourne simplement à l'église pour s'équiper un peu, puisqu'il prévoit d'entrer dans le labyrinthe pendant plusieurs jours sans revenir. Cela peut être dangereux, mais ni la fille ni son caractère ne l'arrêtent. Cela dit, il en profite au moins pour lui donner sa nouvelle armure et un oreiller magique pour qu'il puisse bien se reposer, en plus de récupérer un tonneau de substance X. Mais ici, son fan club en profite pour l'informer des dernières nouvelles concernant Brod et son entraînement extrême, ou de ce qui est arrivé au cuisinier. Mais ce qui le frappe vraiment le plus, c'est que 2 des réceptionnistes sont sur le point de se marier. Bien qu'il n'ait rien accompli avec elle, cela le rend triste. Mais il continue de se battre, et après plusieurs semaines, il bat le boss du niveau 30. Il ramasse tant de pièces modestes que Catlel lui conseille d'investir dans des potions utiles. Pourtant, il peine à croire qu'une personne si jeune fasse autant avec autant de pouvoir. En l'interrogeant, il découvre ses antécédents avec la substance X et l'emmène devant la sainteté pour qu'elle leur explique enfin ce qu'est cette substance. Elle sait effectivement. C'est un élément qui, à l'état solide, possède de nombreux avantages. Mais comme il est si difficile à produire, on a trouvé un moyen d'en faire un résidu liquide très odorant et de très mauvaise qualité, sur lequel elle est sûre d'obtenir plus d'informations. Donc, le prota est tranquille pour le moment. Cependant, Catlel semble avoir pitié de lui en obtenant les données. Et en lisant les indications, le prota découvre qu'il s'agit d'un liquide très utile, avec de nombreux bénéfices pour la force et l'efficacité, mais qui alimente les 3 désirs humains, le désir de manger, le désir de dormir. Cependant, il sacrifie le plus nécessaire, disons, le désir sexuel. Cela lui explique pourquoi il ne peut jamais agir avec les femmes et les laisse toujours passer. Ainsi, son objectif est de terminer le labyrinthe le plus rapidement possible et de pouvoir assurer son avenir avec une bonne petite amie. Il avance sans problème à partir du niveau 31, tout en rencontrant de nouveaux types de bêtes. Cependant, avant d'affronter le boss du niveau 40, il décide que quelque chose ne va pas, et il se rend d'abord au guilde des aventuriers pour demander de l'aide. Mais il tombe sur cette petite fille, ainsi que sur ses anciennes amies, Nanaela et Monica. Des situations qu'il doit reporter pour soigner de nombreux blessés. Cependant, il progresse. Ses sorts sont utilisables fréquemment et couvrent une grande zone. Le problème, c'est qu'il finit assez épuisé et avant de parler à ses amis, il s'avère que la jeune fille cherche de l'aide dans les bas quartiers où elle vit. Alors toute l'équipe décide d'y aller, y compris le nain, qui sert de garde du corps ou pas, car il devient inutile en quelques minutes. Quand est-ce que le héros va soigner tout le monde? Un type à moitié monstrueux, le mort-vivant le blesse sans le vouloir, replongeant le héros dans ses traumatismes et le poussant à prouver sa nouvelle puissance. Il sauve alors tout le monde. Avant d'éprouver de la rancœur, il informe ses gens sur leurs désavantages en tant que communauté et comment les surmonter pour améliorer leur situation. Donc maintenant, il peut s'occuper de ses amis qui par chance ne sont pas celles qui vont se marier et qui en plus lui envoyaient toujours quelques petites lettres coquines aux protagonistes qui ne sont jamais arrivées et rien de bon. Il choisit de passer 3 jours avec les filles dans un plan imprévu, plus romantique que prévu, mais suffisant pour elle. Quelque chose qui le recharge pas mal pour ce qu'il attend. Et après avoir reçu toutes les excuses de la communauté d'avant, il rend visite à Lumina, qui l'aide à s'entraîner un peu. C'est alors qu'il réalise que Lucille a beaucoup progressé en improvisation au combat, réagissant à toute situation. Et où elle aussi est plus à l'aise à ses côtés, parlant de façon plus décontractée, rougissant pour un rien, quelque chose que l'impuissant ne va pas trop comprendre. Il ne se sent prêt que pour le niveau 40, mais seulement après 6 mois d'entraînement intensif. Et où, en plus de tout son armement, il reçoit une lettre de Lumina qu'il met de côté pour plus tard. Le fait est que le boss du niveau 40 s'avère être un vieux chevalier très puissant, avec lequel le protagoniste a pas mal de problèmes en utilisant la double prise. Ainsi, après de nombreuses blessures, des bras brisés et avoir frôlé la mort, il commence à comprendre que son seul point faible est la tête. Il finit par l'emporter comme trophée. Cependant, l'inattendu se produit. La porte de retour ne fonctionne pas et la nourriture qui lui reste est très limitée. Malgré tout, continuer d'avancer est sa seule option. Et il parvient à se débrouiller en chemin grâce à l'odeur de la substance X. Mais à la dernière minute, il est plus qu'inquiet car il doit affronter le boss du niveau 50 sans aucune provision. Au fil des semaines, les habitants regrettent déjà leur guérisseur de confiance.
pour apprendre un nouveau sort de contention et ainsi s'aventurer contre un boss qui semble bien plus difficile que les autres, même s'il a une apparence assez humanoïde. Il finit donc par perdre beaucoup de vie et de magie qu'il récupère de façon limitée avec des potions. Il mise alors tout sur un seul sort, qui heureusement finit par fonctionner. Cependant, avant de le vaincre, il entrevoit un aspect de son ancienne vie, comprenant qu'il n'a combattu tout ce temps que des humains qui se sont perdus dans ce labyrinthe. Des esprits, mais avant de fuir avec sa récompense, une nouvelle porte s'ouvre. Et comme c'est la seule sortie, il arrive dans une pièce totalement différente de celle qu'il a vue, où il rencontre un dragon céleste, apparemment possédé. Alors le protagoniste utilise la dernière once de son pouvoir pour le purifier, et il y parvient de justesse. À son réveil, la créature lui propose de prendre tout l'or pour l'avoir sauvé, mais le protagoniste préfère comprendre pourquoi il est là. Que se passe-t-il alors? Ici, tout passe vite et il ne raconte pas grand-chose. On voit seulement que le dragon, constatant le désintérêt du protagoniste pour l'argent, lui accorde sa protection, lui transmet de multiples compétences, puis disparaît, ne laissant que des os, tandis que le labyrinthe est finalement détruit comme il le voulait. Dehors, la situation reste compliquée, car malgré la joie de Kettle de le voir, une révolution est en cours. Parce que tous ceux qui le connaissent et l'aiment pensent que l'Église le retient prisonnier, y compris son maître et ses anciens amis qui apparaissent également. Alors, du calme, tout le monde reçoit un bon repas après tout ce qui s'est passé. Il essaie même de mesurer sa force avec le protagoniste, mais il continue d'être surpris en découvrant qu'il a encore beaucoup à apprendre. Malheureusement, il n'a pas beaucoup de temps pour discuter. Vient alors le moment des adieux, où le protagoniste reconnaît à quel point sa famille lui manque, envoyant aussi quelques lettres pour ses éventuels scénarios. Épouse. Désormais, au moins, ils le prennent plus en considération et c'est tout. Maintenant, Luciel se rend auprès de la sainteté pour lui raconter tout ce qui s'est passé. Et une partie de ce qu'ils avaient omis, car le dragon lui a dit que lui et ses 5 frères sont enfermés dans ce labyrinthe. Sous la prophétie selon laquelle, dans 40 ans, naîtra le prochain roi démon, sa mission sera donc désormais d'aider à libérer ces créatures. Même s'il ne comprend toujours pas pourquoi son niveau n'a pas dépassé 1, et en fait, selon les études récentes sur la substance X, monter de niveau. C'est une très mauvaise nouvelle pour le prota. Mais au moins, c'est l'excuse dont il avait besoin pour arrêter de prendre cette saloperie. De plus, la sainteté, voyant tous les exploits qu'il a accomplis, décide de lui accorder le titre suprême de prêtre. Maintenant, avec le pouvoir sur les autres guérisseurs. Cela lui permet de modifier les règles qui les ont longtemps régis et leur ont valu cette mauvaise réputation. Et même si ses disciples ne l'accepteront pas si facilement, changera-t-il l'Église ? Pour que les injustices qu'il a constatées depuis son arrivée dans ce monde ne continuent pas. Pour que, au moins, les gens aient une bonne vie et, comme lui, puissent être heureux. Nous laissant ainsi avec cette fin assez joyeuse et assez complète pour cette série qui, semble-t-il, n'aura pas de suite. L'histoire se concentre sur Touya, un adolescent, qui en ce moment même se trouve en réunion avec Dieu. En effet, par accident, le Tout-Puissant lui a mis un headshot avec un éclair, et veut maintenant le dédommager. Malgré tout, voyant la personnalité sereine du protagoniste, il décide de le laisser se réincarner une fois de plus, mais dans un monde complètement différent du sien, tout en lui accordant un vœu de son choix. Alors le protagoniste, en bon millénial, choisit de pouvoir utiliser son téléphone dans son nouveau monde, ce que Dieu accepte. Il peut aussi le recharger avec de la magie, et Dieu lui donne son contact WhatsApp pour le joindre si besoin. Donc, après cette conversation, le protagoniste est envoyé dans sa nouvelle réalité, en plus avec une petite amélioration de ses compétences. Se retrouvant maintenant dans un monde fantastique, où en utilisant son téléphone portable avec une carte modifiée, il finit par voyager jusqu'à la ville la plus proche. Mais en chemin, il rencontre ce marchand qui, en voyant ses vêtements si exotiques, décide de les acheter en lui donnant tout un trésor. Pour cela, en plus de nouveaux vêtements plus adaptés à l'endroit où il se trouve. Cependant, en cherchant où loger, il se rend compte que ses sœurs sont harcelées dans une ruelle par un individu qui refuse de les payer pour un objet. Le protagoniste se fait passer pour un acheteur et, la relique étant à lui, rend justice à sa façon. C'est quelque chose que ses filles apprécient vraiment et elles s'intéressent à l'idée de l'accompagner jusqu'à l'auberge qu'il cherche, qui se trouve justement être la même que celle de ses filles. Alors ils commencent à faire connaissance. Et comme aucun d'eux n'a beaucoup d'expérience en combat, les filles veulent justement former une guilde d'aventuriers. Touya les rejoint et ils partent pour leur première mission de chasse au loup, pour que Touya puisse montrer tout ce pouvoir que possèdent les filles, qui savent quand même utiliser la magie, et c'est justement quelque chose que Touya veut apprendre. Alors la timide lynx décide de lui enseigner, en lui montrant les éléments avec lesquels un humain a normalement une affinité,
avec 1 ou 2. Mais Dieu a un peu exagéré avec ses améliorations. Et le prota se retrouve non seulement avec une affinité très intense avec tous les éléments, mais aussi avec des compétences neutres pour le combat, comme la téléportation. Du coup, il est complètement craqué. Et à quoi il les utilise ? Eh bien, pour rechercher des recettes de son ancien monde sur son téléphone portable et les enseigner dans cette réalité où tout est une nouveauté. Cependant, Justo reçoit une mission pour livrer une lettre à la capitale et il décide d'accepter sans problème, entamant ainsi un nouveau voyage. Cependant, avant de partir, il rencontre Yae, une samouraï qui, à cause de son style, est harcelée par ses bandits. Constatant sa fatigue, le protagoniste intervient et la fait sortir de là. Il découvre qu'elle est aussi nouvelle en ville et sans ressources, comme lui. Alors, après l'avoir nourrie, la jeune fille parle de ses compétences. Elle ferait un bon ajout à l'équipe, car son destin est aussi la capitale. Ils entament donc un voyage ensemble. Pendant ce temps, Tuya profite de sa capacité infaillible pour apprendre de nouvelles techniques neutres, comme attirer de petits objets. Il lui suffit d'y penser. Car à ce moment-là, il rencontre ses gardes de l'Empire attaqués par des semi-humains qui, de justesse, n'en laissent aucun en vie aujourd'hui. Alors Tuya utilise sa force et sauve ceux qu'il peut, comme la petite princesse qui se trouvait dans le carrosse. Mais une fois tout le monde libre, son majordome est sur le point de mourir d'une flèche dans la poitrine. Cependant, la nouvelle compétence du protagoniste s'avère la plus utile ici, et il le sauve de justesse. Ainsi, tous ses exploits finissent par être récompensés par le duc lui-même de la capitale. Justement, sa fille était en mission pour trouver un type de magie ancienne qui pourrait rendre la vue à sa femme. Donc, les filles savent que le meilleur dans ce domaine est Tuya, qui décide d'essayer. Et heureusement, il y parvient, car la tuer était aussi une possibilité. L'essentiel reste la récompense, une somme en pièces de platine équivalent à être millionnaire dans leur vie passée. Désormais, ils poursuivent leur voyage sans remords. Cela dit, avant de retourner à la guilde, ils décident de s'amuser un peu dans la région. Un peu d'armement, le protagoniste change de style avec ce manteau, renforçant ses compétences. On constate alors combien son téléphone portable est utile, tant pour s'orienter avec le GPS que pour apporter des nouveautés à ce monde impressionnable. En fait, grâce à son téléphone portable et à quelques cadeaux pour le duc, il finit par créer une sorte d'amitié où il bénéficie de tout le soutien du royaume. Il reste donc quelques saisons dans cette région et finit par accepter des missions, dont une très curieuse liée aux slimes. Le protagoniste veut-il surtout des vêtements pour voir ses camarades. Cependant, les filles refusent et finissent par accepter cette autre mission pour chasser ce chevalier sans tête dans les anciennes ruines de la capitale. Et même si ce n'est pas un gros problème pour l'équipe, en étant curieux et grâce à la capacité de pistage de Tuya, ils découvrent d'autres ruines, avec quelque chose comme une relique qui s'avère être cette bête géante qui, en plus d'être très puissante, possède une carapace indestructible qui ne cède même pas face aux attaques magiques. En plus, elle peut se régénérer. Cependant, comme l'ennemi a un noyau très visible et que les protagonistes le remarquent à temps, ils voient cela comme la seule issue et le vainquent, mais laissent ce sujet mystérieux, devant donc le signaler à la capitale. De cela, le duc reste chargé avec quelques indices laissés par le téléphone portable du protagoniste. Cependant, ici, l'impensable se produit. Le roi, qui est aussi le frère du duc. Après avoir obtenu des informations, le protagoniste réalise que cela est lié à des luttes pour le trône que le roi lèguerait à sa fille en cas de décès. Le fait est qu'en arrivant simplement au château, il rencontre ce duc qui est assez suspect dès le premier instant. C'est pourquoi ils prennent un peu de temps. Tuya connaît bien la famille du malade, notamment sa fille, qui intéresse Tuya dès le premier instant. Imaginez qu'il ait sauvé le vieil homme instantanément grâce à la même technique de guérison qu'avant. Le mettre en sécurité. Cependant, l'important est de savoir qui est derrière tout cela. Et nous avons comme suspecte cette gentille semi-humaine qui a donné le vin au roi, ce qui l'a mis dans cet état. Cependant, Tuya n'est pas vraiment convaincu par cela, et décide d'enquêter sur le lieu où tout s'est passé, trouvant quelque chose d'important. Pour cela, il fait venir toutes les personnes présentes lors de l'incident, et leur montre un vin parfaitement sain qu'il fait goûter dans 2 verres, le premier tout à fait normal, pour le roi, mais le second en utilisant le même verre que le roi a utilisé cette nuit-là. C'est pourquoi le duc refuse de le toucher. Quelque chose de très suspect et qui finit par révéler que c'est lui-même qui s'est chargé d'empoisonner précisément ce verre afin de pouvoir obtenir la main de la princesse, qui, soit dit en passant, n'a que 12 ans. Ainsi, après toute cette ruse, le protagoniste gagne la confiance du roi et de sa famille, au point que la petite Yumina souhaite même qu'il devienne son époux. Ses parents n'y voient aucun inconvénient, mais le protagoniste aussi, car elle est presque un fœtus avec des cheveux, ce qui conduit à un accord de mariage.
Au fil des années, la jeune fille l'accompagne dans son aventure et il finit par la présenter à sa guilde. Celle-ci, bien que surprise et un peu en colère, finissent par l'accepter, allant même jusqu'à l'emmener en mission où elle chasse quelques singes géants, pour laquelle, comme toujours, l'équipe est plus que suffisante. Yumina étonne tous avec ses dons d'invocation et son adresse à l'arc, si bien que le protagoniste lui demande des leçons, mais pas sans d'abord se reposer et avoir une conversation avec Dieu, classique, juste pour briser la glace. Pour sa fiancée, pour toutes celles qui viendront. En tout cas, plus tard, il apprend à invoquer grâce à Yumina. Mais pas n'importe quelle bête, le sentinelle. Blanco, l'un des esprits les plus puissants, devient maintenant presque son animal de compagnie. Après avoir vu le pouvoir de son maître, il l'emmène à sa première mission, ce qui soulage le protagoniste et énerve les filles. Il s'agit de chasser les redoutables slimes capables de faire fondre les vêtements. Ce qui enthousiasme Tuya. Et en arrivant aux ruines de ce bâtiment, toutes sortes de slimes apparaîtront, apparemment créés par un humain assez pervers. Puisqu'il y a des slimes qui détruisent les vêtements, des slimes lubrifiants, des slimes implants, tout ce qui est lié à la tentation. Et justement, ces créatures ont une fixation pour les planètes. Mais le vrai problème, c'est que le scientifique derrière tout ça, un type que nous respections énormément, crée la réplique d'une femme en slime. Donc au final, il n'y a pas d'autre choix que de brûler toute son œuvre maîtresse, ce qui laisse les filles plus tranquilles. Mais le protagoniste subit une énorme perte. Alors maintenant, ils rentrent à la maison. Et c'est là que Tuya commence à se rapprocher de chacune des filles, car il aide la samouraï à avoir des nouvelles de son frère dans son ancien village. Grâce au téléphone portable que cette fille apprécie, le protagoniste cherche encore ce qu'il peut en faire. Et après quelques petites choses un peu illégales, il aide la douce Lynx avec ses sorts. D'abord avec des lunettes, parce qu'elle est assez myope, puis en améliorant la portée de ses attaques, ce qu'elle cherchait depuis un moment. À la capitale pour acheter de nouveaux gants de combat, et si on passait l'après-midi ensemble? Même le prota achète une robe à cette fille qui, malgré son côté assez bipolaire, ne peut qu'être heureuse. Cependant, il n'y a plus de temps car ils sont de nouveau appelés au château du roi pour la remise de prix du prota. Pour toutes ces prouesses, cependant, les honneurs lui importent peu. Et c'est là que le roi, qui s'attendait déjà à une telle réaction, décide de lui offrir un manoir en échange afin qu'il puisse vivre avec Yumina, avec tout le confort que l'on peut imaginer. Le gosse souhaite vivre avec les 4 filles, ce qui évoque un harem, mais le prota ne le perçoit pas ainsi. Les femmes arrivent à le comprendre, même si elles l'acceptent aussi, sachant ce que cela peut impliquer à l'avenir. Mais bon, ici, après avoir profité de leur manoir, ils reçoivent la visite du duc. Comme il s'agit de questions politiques, il doit rencontrer une région éloignée pour renforcer les relations. Cependant, en raison du danger de se déplacer dans le royaume, il demande au protagoniste de visiter l'endroit en premier et d'utiliser sa téléportation pour l'y emmener. Bien sûr, avec tout un dispositif de garde surpuissant qui l'accompagne dans sa mission, laquelle commence plutôt bien et sans trop de complications. Juste avec quelques bandits que le prota parvient à paralyser grâce à son GPS complètement pété, qui non seulement localise, mais donne aussi la direction à sa magie, et donc il n'y a pas de problème. Ce qui le tourmente, c'est que toutes les filles cherchent à attirer son attention comme dans un combat. Cependant, plus ils avancent, plus ils sentent la présence de quelqu'un qui les suit, et ils deviennent de plus en plus méfiants. Plus loin, un dragon céleste, rarement vu ici, attaque un village voisin sans raison, simplement pour s'amuser, comme le révèle le tigre après avoir communiqué avec lui, expliquant pourquoi le protagoniste ne lui pardonne pas. Et ici, en utilisant ses pouvoirs et l'aide du lynx, il parvient à vaincre la bête, allant même jusqu'à lui arracher les ailes, avant de l'achever complètement. Alors ils se mettent simplement en sécurité et, évidemment, protègent le village. Pendant ce temps, Tuya continue de ne pas comprendre. Parce que les filles sont dans une sorte de compétition pour savoir qui sera sa préférée, car elles sont vraiment intenses. Pour le reste, les gens le respectent de plus en plus, l'appelle le chasseur de dragons et utilise une partie de sa chasse pour créer de nouvelles armes. Cependant, pendant le combat, il y avait la personne qui les suit et même s'il ne les a pas aidés, on ne connaît pas son identité. Mais bon, il n'y a rien de plus. Ils atteignent leur objectif dans la grande ville où le grand chef les accueille chaleureusement. Proposition du roi, car il est d'abord intéressé à mesurer le niveau de force de l'humain qui a été capable de vaincre un dragon. Cependant, le chef est trop confiant et le protagoniste tente de lui faire le moins de mal possible pendant le combat. Même si le têtu veut continuer, allant même jusqu'à utiliser une compétence qui déroute le protagoniste, comme l'accélération. Avec sa puissance, Tuya apprend vite et utilise la technique pour vaincre le roi, stupéfait. Et pas seulement pour cela, les applications normales d'un téléphone portable de tous les jours deviennent tout un événement dans cet endroit.
Il arrive donc un moment où le protagoniste doit se reposer. Grâce à cette peluche vivante, il rencontre l'un potentiel nouvel membre du harem, et qui, malgré le fait d'être elle aussi très puissante, est impressionnée par la capacité du protagoniste à assimiler les compétences des autres personnes. Et cela la laisse penser à Tuya, qui le lendemain a enfin le temps de créer sa nouvelle arme. Dans ce cas, il s'agit d'un pistolet rétractable dans lequel il intègre l'ingénierie de son ancien monde avec l'aide de la magie. Cela crée même de la controverse parmi les filles, qui l'emmène ensuite en ville pour goûter à quelques plats typiques. Cependant, en sentant la présence d'espions sans identité, il décide d'utiliser l'accélérateur. Et même si elles essaient de s'échapper, Tuya finit par les attraper et découvre qu'il s'agit de ses filles envoyées par le roi pour protéger Yumina. Comme le protagoniste est encore un inconnu, il décide d'accepter cela sans problème tout en se calmant face à cette situation. Alors que la réunion se termine enfin, il semble parvenir à un accord commercial entre les villes. Donc ici, Tuya n'a plus vraiment d'importance. Et il retourne se reposer, enfin du moins quand il en a l'occasion. Le fait est que maintenant, avec plus de temps, il commence à apporter des commodités de son ancien monde, qui deviennent très recherchées par les ducs et les princesses, auxquels il apprend même à faire du vélo. Et bien sûr, ces filles rivalisent pour attirer l'attention du protagoniste distrait, qui part en ville chercher plus de matériaux. Et il tombe sur cette petite fille harcelée par des voleurs pour avoir volé. Ainsi, le protagoniste la sauve. Et ce n'est pas tout. Voyant sa situation critique, il lui propose du travail chez lui, lui donnant une nouvelle chance, tout en se rappelant avoir oublié les matériaux recherchés. Cependant, il se met à espionner la relation naissante entre le garde qui aide le protagoniste et la semi-humaine, dans laquelle il finit par trop s'immiscer, car le type est aussi incroyablement lent. Le fait est que les techniques du protagoniste fonctionnent, et, au final, cela se termine plutôt bien pour le garde, qui semble réussir là où le protagoniste échoue. Sauf que chez lui, l'un l'attend. Non seulement pour l'informer de l'apparition de nouvelles créatures de cristal, comme celles vues récemment, mais aussi parce qu'on pense que ce sont des démons représentant un futur danger. La véritable quête de cette fille est dans l'ancienne ville de Yae, où elle a besoin du protagoniste. Grâce à la compétence apprise de la fille, il peut voyager vers des lieux inconnus via les souvenirs d'autrui. Après s'être rapproché de Yae, il atteint l'endroit sans difficulté. Cependant, l'un ignore l'emplacement. Les ruines qu'il cherche, donc la samouraï les guide jusqu'à sa ville natale, où son père a probablement plus d'informations. Ils arrivent dans une ville à la culture familière au protagoniste grâce à Sora, bien que ses habitants paraissent inquiets. Et en arrivant chez Yae, il s'avère que sa mère va bien. Mais son frère et son père, qui occupent de hauts rangs dans l'Empire, sont en guerre contre une autre nation, face à laquelle ils perdent les batailles. Yae demande de l'aide au protagoniste qui réunit les filles. Ils vont sur place sans hésiter. Les alliés combattent une sorte de zombie très résistant. Alors Tuya décide de se présenter au frère de son ami qui apparemment va bien et à qui il explique qui il est et pourquoi il est ici. En fait, le prota est tellement pété qu'il localise les ennemis avec le GPS de son téléphone. Et avec des éclairs dirigés depuis le ciel, il s'occupe d'enlever leurs masques, qui sont ceux qui contrôlent la malédiction, laissant tous les guerriers qui étaient sur le point de perdre la guerre complètement stupéfaits. Donc pour cet exploit, ils sont emmenés auprès du chef de la région, accompagnés du père de Yae, lesquels, après avoir remercié, racontent aux protagonistes qu'apparemment, ils ne sont pas en guerre pour rien, mais parce que l'un des 4 chefs ennemis a été assassiné. Et une sorte de maître obscur a pris sa place, enfermant les 3 autres chefs et dominant la plus grande armée de morts de la région. Le protagoniste choisit donc de rester pour aider. Et grâce aux informations de cette shinobi, ils parviennent à atteindre les abords de l'endroit, où la première tâche consiste à libérer les 3 chefs, qui, comme on pouvait s'y attendre, se révèlent être les victimes de toute cette histoire. Alors maintenant, après avoir levé le sceau qui restreint la magie dans l'endroit, et sans effort, Tuya s'occupe des morts vivants restants, laissant ainsi l'espace libre pour atteindre le maître noir qui utilise le cadavre de sa victime comme une marionnette. Le respect général empêche qu'on l'attaque, sauf le protagoniste, car un tir dans la tête met fin au drame. Concernant le pouvoir de l'ennemi sur les morts, c'est un œil que le protagoniste s'approprie puis détruit. Ainsi, ce maître, qui était connecté à l'objet, finit aussi par se désintégrer, ce qui résout le problème pour une nation qui retrouve enfin la paix totale. En échange, elle lui fournit les informations nécessaires pour trouver les ruines de l'Ain situées en mer.
Cependant, pour aller dans un endroit comme celui-ci, il doit y avoir les souvenirs du chef, et c'est quelque chose d'étrange. Mais c'est ainsi qu'ils arrivent au chapitre de la piscine, où toutes les filles veulent profiter un peu de l'eau. Et pour une raison quelconque, il y a déjà des maillots de bain. Tout le monde est invité à cette journée détente pour profiter du fanservice recherché. Même si, bien sûr, le protagoniste continue de dormir comme d'habitude, avec parfois quelques moments où sa perversité ressort, ce qui ne manque jamais. Et il faut dire que c'est facile avec autant de femmes autour de lui. En fait, même sa fiancée cherche ici l'attention de Tuya, ce qui finit par l'obliger à s'éclipser un peu pour accomplir la mission de trouver les ruines. Ainsi, avec les indications de l'un, il trouve un temple dont l'entrée semble facile. Mais le manque d'oxygène devient un problème, alors le protagoniste doit acquérir une nouvelle compétence. Grâce à son animal céleste, il rencontre les deux divinités de l'eau, intrigué par l'apparence du céleste blanc. Il se moque qu'un humain l'ait maîtrisé, alors il décide de défier le protagoniste à un combat où, s'il parvient à survivre jusqu'au soir, il pourra les prendre comme esclaves. Il ne s'attendait pas à ce que le protagoniste, sans effort, provoque un chaos total pour les créatures qui finissent par céder. Et ils finissent par céder au pouvoir du protagoniste, qui, une fois de plus, peut désormais utiliser sans problème les compétences des célestes. Cependant, d'abord un peu de plaisir pour Tuya, qui fait tout son possible pour garder toutes les filles heureuses et maintenant un peu plus détendues. Pouvoir commencer la mission dans laquelle il arrive plus confortablement aux ruines, où, dès son entrée, il trouve une sorte de seau magique qui, lorsqu'il l'active, l'envoie sur cette île étrange où il rencontre une fille qui, pour une raison inconnue, est en sous-vêtements. Donc, il règle d'abord ce problème, puis celui du robot. Elle lui explique que c'est le jardin flottant de sa maîtresse, Regina Babylon, qui l'a automatisé et créé ces îles magiques il y a des milliers d'années pour qu'elles restent impeccables. Et cette fille robot est chargée de les protéger jusqu'à ce qu'elle puisse remettre sa vie à quelqu'un qui atteindrait cet endroit grâce au sceau de tous les éléments. Donc, une nouvelle fille pour le harem. Cependant, la programmation aussi sexy de cette fille pose problème. Et on le voit lorsque Tuya amène les autres femmes grâce à la téléportation, car les filles savent qu'elles sont jalouses, mais elles ne l'acceptent pas. Alors Yumina les fait s'écarter un peu pour parler avec les filles et reprendre un sujet d'il y a longtemps sur le fait que toutes aimaient le protagoniste. Quelque chose qui est plus qu'évident pour la blonde, surtout avec tout ce qu'elles ont vécu et la façon dont elles se comportent quand elles sont avec lui. C'est pourquoi elle leur pose une nouvelle question. Est-ce que toutes accepteraient d'être les épouses de Tuya pour que personne ne soit laissé de côté? Les filles ne savent pas quoi répondre, même si c'est ce qu'elles désirent le plus. Pendant ce temps, le protagoniste et l'un sont satisfaits, leur quête ayant dépassé leurs attentes. Il ne s'agit pas seulement de ce jardin comme trésor, mais aussi d'autres îles flottantes du royaume. Elles peuvent contenir des infos importantes, donc ils devront chercher chaque cercle de téléportation. Cependant, c'est ici que commence Noël pour le protagoniste, car la petite robot, pour sceller le pacte avec le protagoniste, l'embrasse devant tout le monde. Quelque chose d'assez normal pour sa personnalité. La surprise vient de l'un qui avoue ses sentiments au protagoniste et lui donne courageusement le premier baiser. Le harem est stupéfait, rendant la situation tendue. Et après être rentré à la maison et avoir installé l'androïde Illumina, la plus mature et celle qui disait parler avec le protagoniste, elle lui fait comprendre qu'elle n'a aucun problème à ce qu'il puisse donner de l'amour à toutes. Bien sûr, si elles acceptent, mais il faut les traiter équitablement. Maintenant, elle pousse le protagoniste à la serrer et l'embrasser, ce qui lui permet d'obtenir plus d'informations et de le faire avouer. Est-ce vrai qu'il plaît à l'un qui était caché dans la chambre ? C'est un soulagement d'entendre ça. Du coup, les deux décidant finalement qu'elles seront les épouses de Tuya et du protagoniste. Même si c'est un peu forcé, ils décident d'accepter, ce qui rend ces deux-là assez heureuses. Pendant ce temps, les aînés de l'équipe décidant de le défier dans un combat assez étrange et forcé. Après avoir gagné suite à l'inattention de Tuya, les filles en décidant aussi vouloir être les épouses du protagoniste. C'était leur demande, laissant le pauvre Tuya avec 4 épouses du jour au lendemain. Cependant, plus tard, il se retrouve très pensif à ce sujet. Et c'est grâce au robot qui lui donne l'occasion de parler avec la mystérieuse Regina Babylon que cette fille le conseille. Et comme elle semble connaître son ancien monde, elle lui parle de choses importantes, comme une possible attaque des bêtes de cristal, mais aussi de sa vie amoureuse. Cela devient intéressant, car il n'est pas forcé d'accepter ce qu'il ne veut pas. Et il le réalise plus tard en reparlant avec Dieu. Et pour l'aider, il fait venir la déesse de l'amour qui lui explique que dans ce monde, avoir plusieurs épouses est tout à fait normal. Cependant, si l'amour qu'il ressent pour ses filles n'est pas encore suffisant pour s'engager, le mieux est d'en parler bien sûr. Ainsi, ici le protagoniste, de retour à son château, décide de toutes les réunir pour leur expliquer qu'il ne va épouser aucune d'entre elles pour le moment. Mais quand il sera prêt, ce sera avec les 4,
laissant à ses filles la liberté de le quitter quand elles le voudront. Cependant, comme le dit Lince, Tuya prononce ces mots parce qu'il sait que cela n'arrivera pas. Elles ne vont pas l'abandonner. Et, comme toujours, c'est Yumina qui accepte la première ce genre d'accord, tant qu'elles peuvent continuer à vivre comme elles l'ont toujours fait. Et sur un chemin où l'on sait qu'il y aura plein d'aventures, on nous laisse un petit aperçu de ce qui attend Tuya et sa vie amoureuse. Cette histoire se concentre sur Asahi, un aventurier courageux qui décide d'affronter un groupe d'ogres attaquant un petit village dont il ne reste presque plus personne. Tout le monde est mort, mec. Le protagoniste, très confiant en sa puissance, énerve l'ennemi qui l'attaque. Mais ils sont tous projetés au loin par une force jamais vue. Cependant, ces statistiques ne sont en réalité pas celles du maigrelet. Elles appartiennent à sa sœur, appelée Maya, et c'est ici que nous revenons quelques jours en arrière et voyons comment Asahi était un étudiant assez ordinaire. Il est mort en sauvant une fillette d'un accident. C'est pourquoi il est maintenant réincarné dans un monde médiéval de style européen, mais où l'on parle japonais, un endroit auquel il s'adapte rapidement. Après avoir joué à de nombreux RPG Isekai, tout cela nous sert, mon pote. Il vend donc son téléphone pour acheter un peu d'équipement d'aventurier et partir chercher sa première mission. Cependant, il a tellement de malchance qu'il rencontre d'abord un des dragons les plus puissants qu'il attaque aussitôt tout en réalisant qu'il n'a aucun pouvoir spécial. Il doit changer. Donc le dragon est sur le point de le tuer quand il se souvient de sa sœur Maya et finit par l'invoquer de nulle part, simplement parce qu'il s'en est souvenu. En fait, la fille sent bien la magie couler dans ses veines et sans trop de difficultés, elle explique 2 ou 3 choses au dragon, puisqu'elle finit par le tuer d'un seul coup. Donc nous avons la sœur ultra puissante, même si, il faut le dire, elle est obsédée par son frère d'une manière un peu irrespectueuse. En fait, ils sont maintenant réunis, et c'est ainsi que nous revenons au moment où la fille élimine les ogres. Mais c'est le protagoniste qui finit par recevoir les applaudissements des villageois. À son arrivée à la guilde, il est promu au rang ogre, un niveau élevé pour ses compétences, dont il ne doit plus abandonner. Il laisse les autres découvrir son secret et celui de sa sœur, dont les statistiques dépassent largement le système de mesure. Dans ce monde, ces héros sont actuellement considérés comme les plus forts et les candidats pour vaincre le Seigneur des Ténèbres, le boss final en gros. Cependant, les choses dégénèrent lorsqu'un ogre de rang, jaloux des héros, perd le contrôle. Et aux yeux des villageois, le protagoniste est le seul à pouvoir l'arrêter. Mais tellement paniqué, avec une odeur envahissante, il doit changer de stratégie. Et il utilise les pouvoirs de sa sœur à distance, se retrouvant face à son ennemi comme la bête, l'invincible, le maître. Et le village le reconnaît. Il ne peut pas toujours vivre dans l'ombre de Maya, surtout face à la différence de pouvoir entre eux. C'est pourquoi, le lendemain, le prota s'éclipse un peu et essaie de prendre une mission. Mais avec son rang actuel, chacune d'elles est trop difficile. Alors il utilise la technique de l'humilité et décide d'aller chercher quelques champignons dans la forêt. Pendant ce temps, on voit comment le groupe de héros, si légendaire en ce moment, est en train de se faire massacrer par ce démon. En accomplissant sa mission, Asahi se retrouve dans une zone dangereuse à cause des ours qui manquent de le dévorer. Il tente de fuir, de les combattre, sans succès. Quelqu'un apparaît. Justement, la démone, qui s'ennuie juste après son combat, apparaît pour sauver Asahi, qui la confond avec sa sœur et la traite comme telle, ce que la jeune fille finit par apprécier. Cependant, elle cherche justement le héros prodige du village, et en découvrant qu'il s'agit du prota, il est déjà trop tard pour s'enfuir. Cependant, Maya sent le danger et finit par arriver à l'endroit où Killmaria commence à comprendre ce qui se passe. Alors son véritable adversaire est Maya. Un affrontement éclate entre ces deux machines, semant le chaos dans la forêt avec explosions et voitures projetées par leurs lasers. Cependant, Killmaria, l'une des 7 généraux du Seigneur des Ténèbres, finit par perdre ce combat, où elle est même sur le point d'être tuée. Sinon, c'est parce que le protagoniste s'en mêle, et comme un vrai génie, lui rend l'appareil. Ce qui laisse cette fille masochiste très intéressée par ses frères et leur étrange relation. Cependant, pour l'instant, la seule chose importante pour Asahi est d'augmenter son niveau individuel. Et il a du mal à infliger ne serait-ce que 10% de dégâts à de petits gobelins. Donc, comme toujours, c'est sa sœur qui le sauve en échange de ce harcèlement si incestueux qu'il doit endurer. Alors Maya lui propose aussi de tricher un peu pour augmenter son niveau. Mais le héros peut être aussi faible que tu veux dans ce monde et dans n'importe quoi, il montera de niveau par lui-même. L'idée est maintenant de trouver un groupe où ils progresseront ensemble. Mais son rang le dirige vers des clans très puissants. Il rencontre même le chef que Killmaria avait affronté dans un état assez agonisant, alors il le sauve de ses bandits. Et ils finissent par bien s'entendre. Le problème, c'est qu'ici, Tanya, la fille du groupe, a besoin de lui pour une mission urgente. Et maintenant, sinon, il n'aura pas le temps d'emmener sa sœur. Et il est sur le point d'être dévoré par de nombreux ennemis.
Cependant, ce n'est pas seulement Maya qui sent le danger, mais Killmaria finit aussi par arriver sur place. Au lieu de le protéger, elles se disputent, tandis que la vie étrange du protagoniste les divertit davantage. Mais en voyant le bon côté des choses, on sent que ces deux filles n'ont pas mal de points communs, et au final, c'est ce groupe-là dont le protagoniste a besoin. Cependant, ces missions récentes n'ont pas rapporté assez pour que les frères subviennent à leurs besoins, encore moins pour payer les auberges. C'est pourquoi Tanya leur prépare la mission parfaite. Nettoyer la maison d'un duc et ils pourront garder la propriété. Cependant, il s'agit d'une maison maudite que même les meilleurs exorcistes n'ont pas réussi à purifier. Le prota, avec courage, arrive pendant que sa sœur le considère comme un enfant. En fait, il ressent la malédiction du lieu, qui a même sa propre voix et montre son pouvoir en absorbant l'énergie de tous ceux qui y entrent. Cependant, Maya n'en a pas peur. Son pouvoir est si brutal que la malédiction ne peut la contenir, et elle la rejette littéralement. Une fois à l'intérieur, les frères commencent à planifier comment ils peuvent organiser leur nouveau foyer, en proposant des choses assez peu orthodoxes. Ils ignorent la menace du lieu. Celle-ci, connaissant la force de Maya, décide de posséder son corps, ce qui pourrait signifier la fin du monde. Et surtout, ils endommagent la maison, alors le prota essaie d'y faire face, mais c'est Maria, au moment crucial, qui s'en charge. Ou, enfin presque, parce qu'ils organisent un tournoi de bras de fer assez étrange vu la situation, et en plus c'est Maya qui le remporte. Donc c'est Asahi qui parvient à renverser ce drame avec ses mots, qui atteignent sa sœur, laquelle reprend le contrôle, et élimine complètement l'esprit. Ils profitent désormais de leur nouvelle maison pendant qu'on me montre des scènes habituelles. Nous retrouvons Asahi qui poursuit son objectif de devenir plus fort. Une mission est lancée dans la guilde, enquêter sur une grotte apparue après un tremblement de terre inexpliqué dans la région. Et c'est son occasion de faire quelque chose sans sa sœur. Le problème, c'est que Maya continue de le suivre, même dans l'ombre. Découverte, le protagoniste doit l'emmener, ce qui lui sera utile plus tard, car cette fille évite facilement les pièges. Plus important encore, elle protège le protagoniste, dont la puissance n'évolue pas malgré son attitude, et pour qui de simples squelettes sont déjà un défi. En fait, ils finissent par tomber sur ce sanctuaire, avec quelques trésors très alléchants pour les bandits. Mais c'est aussi la maison des petits ours qui sont restés orphelins. Le protagoniste choisit-il de classer l'endroit à haut risque pour en éloigner les gens. Il termine ainsi sa mission sans rien retirer de l'expérience dont il avait besoin et en se disputant avec sa sœur. Donc un peu plus tard, il rencontre cette jolie fille qui s'avère être Killmaria, avec qui il finit par passer tout l'après-midi. Il croise même le chevalier qui ne la reconnaît pas, mais sait qu'il doit la craindre. En fait, ils finissent dans une tour où la jeune fille découvre l'inquiétude du protagoniste pour sa sœur. Et même si la démone lui propose de se joindre à elle, le protagoniste comprend alors que sa connexion, sa sœur, est quelque chose qu'il ne peut pas ignorer. C'est pourquoi un peu plus tard, ils rentrent à la maison où tout se termine par un repas très agréable qui règle les choses. Il est temps de retourner au travail et peu à peu, le protagoniste progresse. Ce n'est pas spectaculaire, on dirait encore un tutoriel, mais il s'améliore. Comme dans sa capacité à fuir, ce qui le mène à rencontrer ces aventuriers prétentieux dont il est le seul survivant. Cette fille percute le protagoniste. Elle est soigneuse, très mignonne et gentille, ce qui fait regretter à Asahi qu'elle soit avec ce groupe. Mais le fait est qu'il retrouve sa sœur et tous les deux se dirigent vers la guilde, car Tanya a besoin de l'aide d'un rang ogre. Parce que dans les donjons, justement, l'équipe que le protagoniste a rencontrée a des problèmes et la plupart ont déjà été dévorés. Sophie est la dernière à être sauvée car le protagoniste arrive au dernier moment. Mais qui est vraiment sa sœur? Cependant, cette fille ne parvient qu'à reconnaître la voix du protagoniste avant de s'évanouir. Elle se réveille et se retrouve avec ses camarades, comprenant qu'elle a trouvé l'homme puissant que sa mère lui avait promis depuis son enfance. Elle décide donc de le chercher cette fois avec sa sœur, où la petite montre une personnalité docile et calme. Un élément qui manque dans l'équipe du prota. Cependant, son ancienne équipe arrive et se sentant en sécurité avec son héros, elle révèle sa personnalité problématique, avec une langue particulièrement venimeuse. Donc le prota la sauve de la situation, mais il ne veut plus la revoir. Le problème, c'est que la prochaine mission de la guilde consiste à récolter du miel gardé par des abeilles tueuses, ce qui nécessite obligatoirement une soigneuse. La personne idéale apparaît, alors ils emmènent Sophie à l'aventure, où tout semble bien aller. Le protagoniste tue des abeilles pendant qu'elle le soigne. Le problème, c'est que la fille, sans le vouloir, minimise le niveau actuel du protagoniste, ce qui est normal pour elle. Il se retient. En réalité, Asahi n'en peut plus. Sophie, sûre de son héros, défie la reine des abeilles. Maintenant, il faut fuir pour survivre. Heureusement, les machines se battaient dans la zone et par hasard, elles sauvent le protagoniste, qui passe à nouveau pour le héros,
en voyant la fille réclamer la récompense. Cependant, il oublie d'aller la chercher et le lendemain, la fille ne bouge pas de cet endroit en attendant le protagoniste. Donc Asahi n'a pas d'autre choix que de s'excuser, mais bon, l'aventure doit continuer et c'est là que nous avons quelques souvenirs du protagoniste enfant, également protégé par sa sœur. Donc cela doit être la raison pour laquelle il veut changer. C'est maintenant au premier village vu dans la série d'être attaqué par un général du Seigneur des Ténèbres. Cependant, Maya ne semble pas laisser ses rivaux parler, quand elle est déjà en train de les écraser. Donc la plupart de ses troupes s'enfuient. Mais il reste ses petits, qui ne sont même pas des adversaires pour lui. Cependant, ils font une danse qui hypnotise Asahi, qui change soudainement de personnalité et devient maintenant très affectueux avec sa sœur. Du moins jusqu'à ce qu'il redevienne normal. D'un coup, Blue, c'est-à-dire Maya, s'occupe de faire danser ses créatures. Pendant qu'elle se repose, elle profite d'un frère qui lui rend l'appareil, il est donc normal qu'elle envisage de se marier. Auront-ils des enfants un peu bizarres? Cependant, ils sont surpris par le véritable général, car le précédent n'était qu'un simple garde. Cependant, cette fois, Asahi décide vraiment de risquer sa vie pour sauver sa sœur, même s'il a cette personnalité. C'est quelque chose que le Cyclope méprise profondément, ce qui le met tellement en colère qu'il envoie littéralement son ennemi dans la tombe, mais aussi l'hypnose de son frère. Donc tout devient un drame, la fille et ses plans tordus reviennent à la normale. Ainsi, le protagoniste se rend en ville où il décide de chercher une nouvelle mission. Cependant, Tanya n'est pas là car elle a un rendez-vous, ce qui énerve le protagoniste sans qu'il sache pourquoi. Plus tard, il la retrouve en tenue plus décontractée. Ce n'est pas un rendez-vous romantique, mais avec son petit frère qui admire les aventuriers. Le protagoniste en profite pour passer un bon moment avec la fille. Pour cette raison, Tanya lui demande de les escorter jusqu'à une ville voisine, ce qui ne représente rien pour quelqu'un de son rang. Ogre, évidemment. Cela met le protagoniste sous tension, au point qu'il loue une calèche pour emprunter la route la plus sûre. Cependant, avec sa malchance, le seul dragon qui a quitté son foyer apparaît et les attaque. Et c'est là que le protagoniste utilise ce qu'il a pour les protéger. Compétences de niveau, 1 face à des bêtes de niveau 1,50. Compliqué. Mais après avoir lancé une pierre que le dragon avale, il semble le vaincre et apparaît alors aux yeux de l'enfant et de sa sœur comme un type génial. Un bon début pour sa compétence, si ce n'était pas grâce à sa sœur. Compliqué? Tout n'est pas négatif, car en accomplissant ses missions avec les filles, le protagoniste a au moins acquis la compétence de lumière. Un niveau de base prometteur. Et il décide de l'essayer sur le premier ennemi qui se présente sur son chemin. Cependant, le résultat est assez lamentable. Fil de la fille. Maintenant, il visite l'un des 2 manoirs qui appartiennent à des faussaires des plaques de la guilde, qui se font une fortune avec ça. Alors les 2 filles s'occupent d'entrer dans l'endroit, détruisant tout, évidemment en ne laissant que le chef des bandits. Cependant, Sophie attire un large public. Le plus important, c'est que Maya n'utilise pas ses pouvoirs pour ne pas dévoiler la force de son frère. Ainsi, le protagoniste affronte seul son adversaire. Cependant, sa sœur lui accorde un avantage pour qu'il reste la bête devant le peuple, qui vient le voir et l'emmène seul à une grande célébration pour sa victoire. Pendant ce temps, dans l'autre manoir, l'autre groupe de héros se fait piéger par les escrocs, mais leur chef, Gloria, reste intrigué par le héros qui a progressé bien plus vite qu'elle, lui célèbre. Mais ces villageois avaient une demande supplémentaire pour lui. Les orques sont revenus les attaquer et ils ont besoin de son aide. Cependant, dans ce cas, le protagoniste est sans sa sœur et lorsqu'il voit l'armée qui sera son adversaire, il reste tout simplement paralysé. C'est alors que Gloria et sa compagne arrivent pour arranger la situation. À un moment, il tente de prouver que le protagoniste est un imposteur, mais les villageois le défendent. Alors Gloria le défie. Mais Maya utilise un peu de sa force et la jeune fille ressent l'humiliation, ce qui amène ce combat dans un colisée devant le public. Donc Asahi a encore moins confiance en lui, même avec le soutien de ses sœurs. Cependant, déjà en plein combat, le gars ressent la pression, car la Med surveille les filles et le protagoniste doit se débrouiller tout seul. Cependant, il le fait de manière magistrale, avec seulement des compétences de niveau 1. Il profite du côté impulsif de cette fille, et après une bonne séquence, il finit par la vaincre sans même utiliser son épée. Cette fois, c'est une victoire méritée qui mérite d'être célébrée avec beaucoup d'alcool. Cependant, il reste du travail, et ils doivent chercher une fleur exotique avec Sophie. Heureusement, à un moment de la mission, ils doivent se séparer, et c'est là que le protagoniste en profite pour que sa sœur parte avec la fille. Cependant, sa malchance et sa réputation attirent aussitôt plusieurs gobelins qui l'attaquent.
Un seul ne pose pas de problème, mais plusieurs créent un vrai chaos. Et c'est soudainement que Killmaria apparaît pour le sortir de cette situation, laissant entendre qu'elle, malgré son côté insouciant, fait très attention à lui. Là, ils entendent des cris désespérés d'un village voisin, et en arrivant, le protagoniste découvre des cadavres sans âme. Tout cela grâce à ses squelettes et à leur maître, un nécromancien qui fait partie du groupe du Seigneur Sombre. Il reconnaît donc Killmaria et, évidemment, son statut. Cependant, l'adversaire commence à mépriser le petit assailli. Et c'est quelque chose que la démone ne peut pas permettre, car le protagoniste ne fait que se défendre. Elle est pratiquement devenue un petit gâteau. La jeune fille entend alors. Cela ne la dérange-t-elle pas d'enterrer son camarade juste pour voir son ami aller mieux? Cependant, pendant que cela se passe, Gloria se prépare pour son nouveau plan après ce qui s'est passé, qui consiste à conquérir le protagoniste. Pour cela, après avoir terminé une mission, elle le confronte en essayant de lui demander un rendez-vous, mais la jeune fille est tellement nerveuse qu'Asahi finit par penser qu'elle cherche encore des ennuis. Et à la fin de la confusion, en mission dans la forêt, la jeune fille est perdue. Pourtant, ils réussissent finalement à éliminer l'arbre maudit et à sauver les victimes. La jeune fille pense n'avoir progressé et que le protagoniste ne l'a pas comprise. Sa camarade cherche donc à la rendre heureuse. Alors, le lendemain, elle lui demande de l'aide, car la jeune fille veut commencer à vivre seule et elles ont besoin d'aide pour le déménagement. Cependant, ses parents et le majordome, persuadés que le protagoniste est responsable, décident de l'attaquer. Pendant ce temps, Gloria le séduit et imagine un avenir avec lui. Beaucoup d'enfants, mais comme d'habitude, Maya arrête le majordome et son compagnon, laissant tout suivre son cours. À la fin de l'après-midi, le protagoniste va très bien. Ainsi, il termine sa tâche et retrouve maintenant Tanya. Celle-ci lui propose de former un clan d'aventuriers, car cela lui faciliterait les missions en groupe. Quelque chose qu'entend Sophie, qui semble être partout. Et en vérité, les statistiques de la fille se sont beaucoup améliorées, cependant, celles du prota, pas tellement, et elles veulent avoir le statut de leur célèbre héros. Sa seule option est donc de prétendre ne pas humilier deux femmes avec sa puissance. Heureusement, elles finissent par le croire, car Gloria réapparaît également, et en voyant le prota entouré de filles, elle finit par s'éloigner de l'endroit. Pendant ce temps, sa camarade lui dit que les deux aimeraient aussi rejoindre le clan, car Gloria a du mal à se faire des amis. Et là, le prota lui fait comprendre qu'elle a déjà une très bonne amie. Le soir, le prota sélectionne déjà toutes les filles pour son clan. Mais fidèle à sa malchance, il finit pétrifié le lendemain en mission. Cette créature lui a-t-elle causé des ennuis? Pendant que les filles ne savent pas quoi faire, car pour l'instant, il n'y a pas de remède pour ça, ni d'endroit où l'emmener. Alors la meilleure idée, évidemment, c'est de le tremper un peu sous la douche. Avec toutes les filles nues, sans savoir que le prota est conscient de tout ce qui se passe. C'est donc Killmaria qui le sort de cette situation. C'est alors que Maya, pour la première fois, se sent gênée de savoir que son frère l'a vue nue. Mais il reste du travail. Et cette fois, ils doivent s'occuper des requins, les tueurs de la plage, pour lesquels la guilde fait appel au protagoniste et à son clan pour accomplir cette mission. Cependant, Maya espérait pouvoir être seule avec son frère, mais finalement, tout le groupe était là. En plus, avant même de commencer la mission, ils l'avaient déjà terminée. Gloria étant très forte, ils peuvent simplement profiter de la plage. Et évidemment, elle ne peut se tromper avec un maillot de bain révélateur. Cela varie selon l'âge et le lieu où chacune cherche l'attention du protagoniste, et se termine même de façon inattendue par un tournoi de volley-ball. Cependant, pendant que certains s'amusent, le reste des filles est encerclé par plus de requins. Ayant attiré l'attention des 9 seigneurs de la mer, qui ne s'attendaient pas à affronter une équipe féminine aussi puissante, elle les élimine facilement. Même le protagoniste commence déjà à être plus utile. Mais le problème, c'est que par négligence, une de ces espèces attaque Maya, et le protagoniste en voulant la protéger. Il tombe dans un tourbillon d'eau qui, avec sa sœur, les emmène sur cette île déserte, où ils devront survivre en attendant que quelqu'un vienne les sauver. Ce qui se passe plutôt bien au final. C'est elle la forte, la chasseuse et le protagoniste. Lui apporte le soulagement dramatique, rappelant qu'ils étaient seuls avant d'avoir une grande équipe. Ce n'est pas le moment de pleurer. Le roi des requins apparaît pour venger ses compagnons, suivi des filles venues aider au combat. Là, nous avons effectivement la référence avec un méca de requin, avec la meilleure transformation jusqu'à présent. Encore une fois, Maya et son pouvoir sans limite recréent une explosion en champignons avec les requins. Grâce à cela, elles peuvent rentrer chez elles. Mais bientôt, une étrange pluie tombe sur le village sans que personne n'y prête attention. Cependant, le lendemain, elle provoque une inondation de slime qui, pour une raison quelconque, attaque le protagoniste. Et cela affecte tous les habitants qui doivent se diriger vers les zones les plus élevées. Et grâce à Tanya, que l'on sauve d'une situation un peu embarrassante, on découvre que cela s'était déjà produit auparavant. Il y a longtemps, une créature transformait l'eau en slime, mais elle devait être contrôlée. Ils se séparent alors pour trouver le responsable et aider les victimes. Cependant, des créatures ne commencent aussi à apparaître partout dans la ville.
Et ce sont les héros que nous avons appris à connaître au cours de l'aventure qui s'en occupent. Alors Asahi profite de cette situation pour chercher le frère de Tanya, qui a disparu, mais lorsqu'il essaie de le mettre en sécurité, d'autres créatures de slime très puissantes apparaissent. Et c'est le chevalier et un ivrogne qui ouvrent la voie au protagoniste, tandis que les villageois essaient d'atteindre le manoir de Gloria. Alors le protagoniste emmène les enfants à l'église, où Sophie est en train de soigner tout le monde, montrant cette fois qu'elle est plus mature qu'elle n'en a l'air. Mais beaucoup de problèmes subsistent dehors. Alors justement, les deux inhumaines de cette série trouvent la trace de cette sorcière qui est derrière tout ça et qui fait partie des rangs du Seigneur des Ténèbres. Cependant, Killmaria, qui n'obéit plus à personne, finit par provoquer la colère de cette petite qui utilise tout son pouvoir de flamme contre Maya. Kazahi est à la recherche du noyau du slime pour le creuser, et grâce à l'aide de Mei, il ne met pas longtemps à le trouver. Tout va mal pour la sorcière, qui en plus voit Maya. Elle a résisté à son attaque, la plus puissante sans bouger, et elle sait déjà la raclée qui l'attend. Pendant ce temps, le protagoniste, ici, utilise ce qu'il a sous la main pour détruire le noyau de la bête. En utilisant ses compétences pour attaquer au bon moment et avec la bonne technique, il parvient à redevenir le maître devant tous les autres qui observaient ce qui se passait. La sorcière ayant été vaincue par Maya, le village retrouve la paix. Le protagoniste obtient aussi la classe golem et peut désormais se retirer. Il fête avec tout le monde et il se sent vraiment heureux de la vie qu'il a, et surtout de tout ce qu'il a mûri et partagé avec sa sœur et toutes les autres filles. Ainsi se termine cette série. Pensez-vous qu'il n'y aura pas de suite? Espérons avoir bientôt des nouvelles. Pour ma part, merci d'avoir regardé le résumé. Et comme l'a dit mon père, je vous laisse.